toujours deux entreprises séparées. Mettons, les animateurs de Pixar vont pas travailler pour les films de Disney et vice-versa. Ça reste toujours séparé. Charles Parisé est réalisateur et responsable de la programmation des rendez-vous Québec Cinéma. Ça veut dire qu'à Asteroid City, il n'y a aucune chance qu'un cinéma va prendre ce film-là dans le milieu de l'été. On est déjà overloadé avec des films. Perry Fermagnan est le propriétaire du Cinéma Payne de Sainte-Adèle. Je veux montrer quelque chose aux gens qui veulent les émerveiller. Je veux leur donner de l'espoir, tout ça. Charles Riendeau tente encore de nous faire rejoindre sa secte. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. Pour aller voir Indiana Jones and the Dial of Destiny. Mm-hmm. C'est ça? Ouais. Est-ce que vous l'avez vu? Non, pas encore. Mais, Ouais, après Crystal Skull, j'avais fait un peu une croix sur cette franchise-là. c'est correct, là, c'est juste... j'ai quand même allé le voir parce que j'ai beaucoup écouté ça quand j'étais petit. Indiana Jones, c'est très cher à mon cœur. Puis je suis quand même curieux de le voir. Mais tu sais, en même temps, c'est comme les Star Wars aussi. Là, j'étais quand même curieux de voir la nouvelle trilogie. Puis après, quand le 9e film est sorti, j'étais comme genre, fuck off. Là, c'est que c'est de la dompe. Mais Star Wars, c'est pire parce qu'il refuse de mourir. Puis des fois, il gagne un souffle un petit peu. Puis là, t'es comme, ça redevient bon. Puis... C'est juste pour te retrahir tout de suite après. Puis là, Indiana Jones, fait que ceux qui l'ont vu, allez-y. Vas-y. Ceux qui ont quelque chose de pertinent à dire. C'est ça. C'est moins pire que Crystal Skull. OK. C'est plus... en tout cas, je trouve quand même qu'ils vont trop loin dans... regarde, on va tout de suite le dire, je vais le spoiler, le film, là, c'est dur d'en parler. De toute façon, moi, je vais pas zéro me faire spoiler là-dessus. Pour vrai? Ouais, c'est solide, ouais. Désolé. Ben d'abord, avez-vous à la game hier? À la game de d'or, là, c'est hot, là. Je trouve juste que ça reste pas assez terre-à-terre pour un film de genre, là. Je trouve que ça va un petit peu trop loin dans ses concepts. Puis il y a des... t'as vu les trailers? Non. Ah, OK. Éteins son micro, là. Oui, il va disparaître de la pièce Non, automatiquement. mais j'écoute jamais les trailers à ça. Je pense c'est une bonne que si je chose. peux t'aider, Hugo, c'est mettons Raiders of the Lost Ark ou les autres, il y avait un petit élément fantastique tout le temps à la fin du film, comme tous les autres films. Dans le fond, là, il y avait tout le temps un petit... c'est pas le film au complet qui est comme ça. Celui-là non plus, mais mettons Kingdom of the Crystal Skull, la fin quand t'as les aliens puis tout la pyramide qui explose ou qui fait une tornade de je sais pas quoi, là, tu sais, c'était beaucoup, là, t'es comme, ok, ouais, c'est genre là, puis là t'as comme une grosse partie de la forêt qui se fait détruire à la fin pis tout. Ben, c'est à continuer un peu avec ce trend-là, c'est un phénomène méga fantastique. C'était une grosse critique de Crystal Skull. L'élément fantastique, il est beaucoup trop invraisemble. C'est pour ça que ça m'a surpris qu'il retourne encore dans la même direction. C'est ça. C'est pas comme juste comme The Ark of the Covenant. Ok, ben, tu sais, si tu regardes dedans, ça te fait fondre la face. C'est ça, là? Ok, parce qu'il n'y a pas un humain qui est. Puis on sait pas. Ça reste mystérieux. C'est le fun. Ouais. Il n'y a pas besoin d'aller dans le côté scientifique de la chose puis d'aller explorer ça le plus possible. C'est ça. Puis trop expliquer quelque chose qui est mystérieux puis supernaturel. Ben, ça brise le fun. Là, aussi. Ben, me semble. Fait qu'ils ont fait ça dans Crystal Skull, puis c'est similaire dans celui-là aussi. Ouais, ça a la même tangente là, de non-crédibilité. C'est ça. Essayer d'être plus wow. Je pense que c'est ça le but. Là, mais tu sais, le reste du film, il y a des scènes d'action qui sont bien. Là, le début, surtout avec le de-aging d'Harrison Ford, la scène de ça était le fun. Ça faisait penser aux anciens, comme ils l'ont bien fait. Les chorégraphies étaient chouettes. Puis sinon, le gros point fort du film, c'est la trame sonore de John Williams. Cool. Vraiment, vraiment bonne. Super bien réussi. Puis c'est orchestral comme dans le bon vieux temps. Puis, mais sinon, c'est ça. J'ai pas grand d'autre chose. Comment? Il déçoit jamais, lui. Non, c'est ça. Il a tendance à se démarquer. Ouais. Je pense qu'il va prendre sa retraite. Là. Bon, c'est ça qu'on disait hier. Là, il a dit que c'était son dernier film. Puis là, finalement, il a dit ben si Spielberg me demande, je vais le faire. Ouais, c'est ça. Mais il a 89 ans. Fait que tu peux pas t'attendre à encore 10 ans de ça. Là, puis c'est.
Ben, puis... Il va te dire le contraire. Dans 20 ans, il va être encore là. Il va être comme fuck you, Perry. Il aura enregistré de la musique pour les 30 prochaines années, le monsieur. Man, il est sa production en masse. Mais sinon, tu sais, le film, tu sais, moi aussi, je l'ai vu. Puis le film, il est bon. Il est le fun. Puis moi, c'est ça que je disais à tout le monde. Je sais pas si c'est un bon exemple ou pas, là, mais... Tu sais, aller voir un spectacle de Charles Aznavour ou aller voir... Bon, il est décédé maintenant, là, mais aller voir un spectacle des Rolling Stones ou Pink Floyd ou Paul McCartney, peu importe. C'est pas le meilleur show de sa carrière que tu vas voir maintenant, là, tu sais. Ils ont tous 80 ans et plus, les gars, là. Ben, c'est un peu la même affaire qu'Indiana Jones. C'est pas Indiana Jones de v'là 40 ans de ça, là, tu sais. C'est pas The Temple of Doom, c'est pas ça. Mais tu vas le voir parce que c'est la dernière fois que tu vas voir quelque chose de même, tu sais. C'est pas un gros chef-d'œuvre, mais regarde, ça peut donner un bon show au moins. C'est ça. Puis, ben, je pense que c'est ça. Comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai fait un Vox Pop, j'avais demandé l'opinion des gens sortis de la salle, voir qu'est-ce qu'ils en ont pensé, puis c'était pas mal unanime. Il n'y a pas une personne qui m'a dit qu'ils n'ont pas aimé ça. Ils ont eu du fun, ils ont trouvé ça cool. Ils ont aimé les effets spéciaux. Fait que peut-être moi qui est grincheux, là, mais tout le monde a l'air de l'avoir aimé. Fait que j'ai pas... Mais une question pour vous autres. J'ai pensé beaucoup à ça la semaine passée. Parce que... Même pas la semaine passée, mais anyway. J'écoutais... Vous allez me juger, puis je l'accepte, là. J'ai écouté pour la première fois Fantastic Beasts 2. Okay. Puis je sais absolument rien à dire sur ce film-là, c'est épouvantable. Mais je me posé la question en regardant ça de... Y a-tu encore moyen vraiment d'impressionner le monde au cinéma avec des effets spéciaux? À part Avatar 2, là, évidemment, là, mais tu sais, vraiment, parce que ce genre de film-là, c'est supposé t'émerveiller, là. C'est supposé comme faire te faire découvrir des univers, tu te l'équipe, je regarde ça, c'était comme tabarnak, c'est dole, tu sais. Mais c'est une question que j'aimerais vous lancer. Trouvez-vous qu'on perd un peu ce sentiment-là que le cinéma est supposé nous donner? J'ai une réponse ultra rapide. Vas-y. Il faut juste pas que je les remarque. Si je les remarque pas, je vais être impressionné. C'est plate comme réponse, je sais, mais c'est ça. Non, c'est pertinent, en effet. Fait que si je prends un bon exemple, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Avec Harrison Ford. Avec Harrison Ford. Ben oui. Souvent, quand il y a des effets spéciaux digital, tu remarques même pas. Où l'univers reste très cohérent. Puis le film, je trouve qu'il est impressionnant visuellement, là, définitivement. Ah oui, ben c'est pas le même genre de spectacle que Fantastic Beasts où est-ce qu'il y a des choses... mais je parle du spectacle en général, là, oui. C'est ça, où est-ce qu'il y a des choses réellement invraisemblables puis réellement hors de ce monde. Là, non, c'est LA dans 30 ans, dans 20... Ouais, c'est ça. À peu près. Mais quand même, ça reste une... Non, c'est ça. Puis tu remarques pas. C'est juste ça qui est important. Tu remarques pas. Puis, en effet. Tu sais, Top Gun, Maverick, techniquement, il y a beaucoup de... Tu sais, oui, ils ont vraiment fait voler des avions pour tourner ce qu'ils voulaient tourner. C'est des effets spéciaux. Mais ça fait partie un peu du domaine des effets spéciaux où est-ce que tu les intègres à d'autres éléments que tu pouvais pas recréer réellement pour le tournage. Puis tu remarques pas. Il n'y a jamais un moment où est-ce que tu dis « Ah, là, l'avion, il est intégré, il est composité par-dessus un plan d'un autre endroit. » Puis ce film-là est impressionnant. Quand tu le regardes, tu dis pas « Ah, je suis impressionné par les effets spéciaux. » Tu dis « Je suis impressionné par les images à l'écran puis le spectacle. » Mais il y a beaucoup d'effets spéciaux pour rendre ça réaliste puis rendre ça possible. Fait que je pense que quand je les remarque pas, moi, je suis impressionné. C'est un bon point. Moi, je pense aussi que, tu sais, au niveau des effets, faut pas oublier que c'est juste des effets ordinateurs. Ça peut être des effets comme un vrai jet dedans, mais un film comme 1917, c'était vraiment impressionnant. La scène de la fin, là, où est-ce qu'ils se mettent tout à charger, là, puis t'as les explosions, puis tout. C'est définitivement faisable encore, mais faut que ça soit fait... faut que ça soit bien fait. Écoute, c'est plate à dire, là, mais comme n'importe quoi, faut que ça soit bien fait. Je remarque un point là-dessus, parce que souvent, mettons dans les films modernes, comme par exemple, Hugo puis moi, récemment, on est allé voir Transformers 7, allez pas le voir. C'est pourquoi? Genre, pas une surprise, là. Il est plus à l'affiche. Il est plus à l'affiche presque nulle part, je pense. Bon, ben parfait. Puis ça finissait quand même avec le gros showdown d'effets spéciaux, puis ça explose partout, puis tout est détruit, puis
Tu regardes ça, c'est juste du bruit, là. Il y a rien d'épatant là-dedans. Puis beaucoup de films à cette heure, on parle de gros blockbusters américains, évidemment, pour avoir comme une fin légitime, on dirait que ça faut que ça finisse vers ce genre d'affaires-là, mais ça impressionne personne. Ouais. C'est fini. Moi, ce que je dis souvent, puis je trouve ça drôle, j'en fais souvent des jokes par rapport à ça, qu'on peut être assis dans une salle de cinéma avec le plus gros festival d'explosion nucléaire puis de robots géants qui se battent puis être complètement blasé. Puis c'est pas, je pense pas que c'est nécessairement de la faute de l'effet spéciaux, c'est juste les films qui font toutes la même chose, une espèce de crescendo too much en termes de science-fiction puis d'action puis qu'à un moment donné t'en as tellement vu parce qu'ils font tout ça que ben c'est plus impressionnant. Fait que je pense qu'on peut encore impressionner avec les effets spéciaux, ça va juste dépendre du concept que tu amènes avec. Si tu fais de quoi d'original qui est pas vu souvent, ben je pense que les gens vont être impressionnés, mais si tu fais juste encore, ben là, on va y aller avec le pire cliché, là, mais le gros beam de lumière qui s'en va dans l'espace, puis là les méchants ils font ça, puis là, les gentils doivent arrêter le beam de lumière. Puis là, il y a des monstres géants qui sortent du ciel, de ça. Là, je pense qu'en effet, ça n'impressionne plus personne. Ouais. Mais ça peut être impressionnant, mais il faut que la scène de bataille soit le fun. Dans les Transformers, j'ai toujours trouvé qu'il y a trop de bonbons, vraiment trop rapidement, trop proche. On dirait qu'ils essaient de filmer ça comme une scène, comme un combat de boxe entre deux humains, genre, mais tu veux voir justement de loin les deux grosses machines se battre, mais dans la meilleure scène de combat que je pense encore maintenant que je trouve incroyable, c'est dans le premier. C'est la première scène de combat entre deux. Entre Optimus puis un autre, là. Okay. Je sais pas si vous vous en souvenez, là. Il tombe en bas d'un pont. Puis là, le méchant, lui, il a une genre de pince sur le dos, je sais pas quoi. Puis là, Optimus, il le pogne, puis il lui calisse un coup de poing dans la gueule, là. Puis tu vois ses yeux en slow motion faire sortir de son socket, le méchant, là. Puis à la fin, il sort une épée qui sort une fois dans tous les films, là. Il sort une épée de son bras, puis il rentre dans la face, là. Mais c'est bien fait, la scène est vraiment, vraiment bonne. C'est juste, puis elle est pas trop longue, elle dure 30 secondes peut-être. Mais elle est vraiment bonne, mais tu vois tout en détail. Mais après ça, c'est juste ça brasse trop, là, tu sais. Pour illustrer un peu ce que tu dis, c'est comme comparer les Transformers avec Pacific Rim. Pacific Rim, le film prend du recul un peu par rapport à ces éléments-là, à place de se dire, bon, on va filmer comme si on était dans leurs jambes, que oui, c'est impressionnant parce que tu vois le scale, mais c'est aussi impressionnant si tu recules, puis tu les vois comparé à des bâtiments, puis à des véhicules, puis tout ça, tu peux quand même voir le scale, tu sais. Puis Pacific Rim est très bien filmé, là. Il y a pas de... tu te perds pas dans le bruit visuel là, des éléments à l'écran. Non, même quand ils se battent, c'est même un peu slow pour montrer que c'est énorme, là. Fait que ça prend un certain temps avant que le robot frappe le monstre, là, mais moi je trouve ça le fun, justement, c'est pas obligé d'être vite. C'est cool. Puis la scène, quand justement il passe ses jets sur son bras pour frapper plus fort, c'est comme wow, là, c'est satisfaisant quand il frappe le monstre, là, tu sais. C'est pas obligé d'être trop vite, mais les autres. Puis là, après ça, ils ont donné des guns aux Transformers. Ça, j'ai trouvé ça. C'est dans le 4, je pense, ou le 5, là, où est-ce que là, ils se battent plus corps à corps. Là, ils ont tous des guns. Puis là, c'est juste comme bon, c'est un film de guerre. Puis c'est des gros robots qui tirent dessus avec des guns. Tu sais, pourquoi pas? Anyway. Ben, ça, c'est Transformers. Ben, c'est un peu comme un film d'horreur. Tu as le choix de faire une finale dérangeante, puis plus psychologique, puis plus qui va aller chercher les gens plus de façon émotionnelle. Puis ça, c'est difficile à faire. Ou tu as le choix que c'est une scène d'exorcisme avec un prêtre qui se fait rebondir dans les murs. C'est l'avenue de la facilité. Exactement. Ben ça, on dirait l'avenue du studio qui dit « Ah, c'est pas assez gros, c'est pas assez... ça en prend plus. Nos tests screening répondent pas à ça. » Fait que fais juste faire comme dans l'autre, là, comme dans toutes les... C'est ça, comme les autres que t'as faites, là. Puis ça, c'est une autre affaire des films d'horreur. Je trouve qu'il y a beaucoup de films d'horreur qui ressemblent de plus en plus à des films d'action. Ouais. Ça, j'ai réalisé ça en allant voir Conjuring 3. Parce que je suis un bon fan des deux premiers. Puis là, j'étais voir le 3. Puis comme, c'est The Devil Made Me Do It, ça? Ouais, c'est ça. Puis il y a des scènes que, tu sais, le monstre arrive, le fantôme. C'est supposé être une scène de peur. Puis à la place, ils se battent, à se pitchent dans les murs. Puis... Comme, excuse-moi, là, j'ai pas peur en ce moment. Là. Peut-être que, même au contraire, j'ai peut-être un petit rush d'adrénaline à cause de l'action, mais c'est pas ça du tout que t'es supposé me vendre à l'écran. Puis c'est pas ça que la façon que que c'est fait, là, tu le vois clairement que c'est pas ça non plus qu'il veut que tu ressens, mais il est pas dans la bonne direction. J'ai vu Malignant l'autre jour, même crise d'affaires aussi. Oui, ça par contre...
Malignant, c'est une réponse à ça. Ouais. C'est délibéré. Ah, peut-être, je peux le voir Il y a pourquoi. une bonne dose d'ironie dans Malignant. Oui, ça, je suis d'accord. Malignant, puis- c'est délibéré. Puis dans Malignant, les scènes d'action sont réellement de très Ils bonnes sont scènes. réellement bonnes. Cool. C'est ça. Malignant, c'est un film Ouais. d'action à thématique horreur. C'est Ouais. pas un film d'horreur. Ben, je vais être en désaccord là-dessus, mais Ok. je peux voir de très bons arguments vers ton opinion aussi. Malignant, c'est probablement un de mes... C'est dans mon top 10, c'est probablement un de mes films préférés. Ah ouais! Wow, Il est ok. vraiment le fun. il est vraiment le fun. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait beaucoup de... Pour moi, ça fait beaucoup de potentiel. Là. Ouais. Il y a beaucoup de bonnes idées. C'est juste l'exécution pour moi que ça m'a... Ah non, Ok. ok. Sauf pour Ok. les scènes d'action. Les scènes d'action sont Oui. vraiment bonnes. Le concept est bien fait. Mhm. C'est juste que niveau personnage, niveau développement histoire, niveau dialogue, là. Mais tu vois, j'ai adoré ce côté-là parce qu'on dirait qu'il est allé volontairement dans le cheesy, là, puis dans le too much. Puis que, juste au début, quand les deux sœurs ils parlent, puis l'une qui dit je suis enceinte, puis là la caméra tourne vers sa sœur, puis elle est comme flabbergasté et too much, puis là t'as le crescendo de violon qui part vers Ouais. c'est juste pour montrer un Mais- soap opéra, là, c'est drôle. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, je pense que c'était délibéré. Ouais. Tous les éléments. Ça tous ces peut être éléments-là. délibéré. Mais Ça veut pas dire, mais moi, je les. J'espère. C'est ce que je pense. C'est Non, ça, mais James Bond, j'espère. c'est un gars intelligent, là. Ouais. Tu sais, c'est un maître, là, pour vrai. Beaucoup de respect pour lui, puis ce qu'il fait. Mais j'ai comme l'impression plusieurs fois, comme genre, ouais, tu prends des réflexes de ce que t'as pris dans Fast and Furious, puis Aquaman, là. T'es pas le James Bond d'horreur en ce moment, puis des fois, c'est C'est ça. comme genre, ah. Un- C'est ça que je voulais aujourd'hui quand j'écoutais ce C'est film-là. pour ça que je pense que c'est une réponse un peu à... Moi, c'est comme ça que je le perçois. Là. Je pense que c'est une réponse à ce que les Conjuring sont devenus avec le temps par rapport aux attentes de l'audience puis aux attentes des studios. Montre-nous donc sa filmographie, Hugo. À Ouais. James Wan. Certainement. Ouais, parce que c'est assez... C'est ça. C'est comme horreur, action, blockbuster, plusieurs millions. Ouais. C'est... Mais aussi, je peux comprendre pourquoi tu peux engager ce gars-là pour une grosse production, parce qu'il Oui. il est devenu aussi un excellent producteur, puis il a produit beaucoup de films. C'est un gars qui est capable de gérer Ah, ben, solide. là. tout ça, Conjuring, The Nun, tout cet univers-là, c'est tout lui qui l'a créé. Là. C'est ça part Annabelle, c'est ça, tout lui. il Là. était... Ah, c'est ça, lui qui a c'était réalisé deux le premier personnes. ça. Ah ouais? Ouais. Ouais, je savais pas que c'était lui le Ouais. premier. Mais il pense- avait fait un court-métrage de ça avant de faire le long-métrage. Ah Ouais. ouais? Mais je pense que c'est pour savais pas. financer le long-métrage qui a fait le court-métrage. Ben, je pense que c'est lui puis un autre gars qui a Il a inventé fait le le concept. 3 Ouais, mais le- Apparemment, il était deux. me J'ai semble. oublié c'est quoi le nom de l'autre dude, là, mais il joue dans ça. Tu sais, il y a comme deux gars attachés Ouais. dans ça. T'as Carrie Ells, puis t'as l'autre dude. Mais c'est l'autre dude qui a écrit le film. Puis il joue aussi un des gars de Paranormal dans Insidious. Tu sais, comme les deux nerds en chemise Ouais, blanche qui ouais. arrivent avec une valise, comme genre, ouais, on va scanner à la place. Là. Ok, Puis comme ok. genre, lui, c'est un des deux. Là. Ouais. Mais puis il est devenu réalisateur aussi. Là, tu vois, il est dirigé, mais il est producer sur plein d'autres Oui, ouais. plein d'autres films. Il y a là, c'est- définitivement beaucoup d'influence en ce moment à Hollywood. Là. Ouais. Ouais. Ben, le gars est arrivé puis il a pris. C'est un des seules personnes à avoir comme fait de l'horreur conventionnelle, classique, mais l'avoir vraiment mis au goût du jour puis l'avoir Réimaginé. vraiment bien fait. Là. Conjuring, pour moi, c'est un excellent film d'horreur dans la veine classique de ce qu'on faisait dans les années 70, mettons. Là. Fait que, Insidious aussi. Je trouve que c'est c'est aussi très un peu bon. moins, mais aussi c'est très très. Ça explore le genre puis ça l'étend. Il fait La- pas la le scène, nouveau. Là, Hein? Il fait pas le nouveau en ce moment, de Red Door qui s'en vient. Non. Insidious Red Door. Non, c'est réalisé par Patrick Watson, l'acteur principal. Ah, Ok. Ouais. Il produce, c'est sûr qu'il produce, puis c'est Oh, sûr oui. qu'il dit, Oh, oui. il donne son opinion sur le film, là, mais... Il peut se mais cacher ouais. de l'argent. Là. Ouais, ben oui, c'est sûr. Là. Sauf que dans le premier, j'avais la scène où est-ce qu'ils sont tous assis à la table, là. Puis là, il parle, et là, je pense qu'il parle... Je sais pas de quoi qu'il parle, mais puis là, à un moment donné, tu vois juste le démon derrière lui, là. Il est dans Ouais. l'annonce, là, aussi. C'est la première fois que tu vois le démon en full, mais pendant 2 secondes, asti que c'est bon, ça. Ouais. Asti, là, t'es comme... C'est tellement bon qu'ils font rien que le ramener dans les films d'après. Mais c'est ça qui arrive. Il y a tellement recodifié quasiment le genre de l'horreur que là, c'est tout rendu des clichés. Ouais. Ils sont trop faits. Ça a pas pris de temps. Puis- Tous les autres studios se sont jetés là-dessus. Puis c'est pour ça que Malignant, le fait que ça commence en film d'horreur, que tu dis, ben, il doit y avoir une maison hantée, ou elle se fait stalker par une entité, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça vire en film de... Mais je serais dans de le réécouter, mais en sachant à quoi t'attendre. ouais, un peu, puis voir est-ce que les affaires que excuse-moi, j'ai peut-être un peu dur avec mes mots, est-ce que les trucs que j'ai trouvés stupides vont encore me paraître stupides
selon cette perspective-là. Puis je vais quand même être ouvert, mais dur avec le film. Ouais. Mais ça me fait beaucoup penser à des giallo. Puis ça, j'ai aimé cet aspect-là. Ouais. C'est très... l'éclairage qui rappelle beaucoup le style de Dario Argento. Fait que ça l'aide. Surtout pendant les scènes de meurtre, là, que ça devient très... Exactement. Il y a comme un switch de quand c'est... spoiler pour Malignant, là. C'est la même personne qui fait tout. Là. Ouais. Ça, je l'ai vu venir comme... Ça, c'est une affaire que j'ai pas vu du film, parce que tu vois tellement la twist venir comme... tellement longtemps d'avance. Tu vois venir que c'est la même personne, mais tu te doutes pas que c'est une face dans sa tête. Je savais que c'était quelque chose qui était dans sa tête. Moi, je l'ai catché très rapidement. Littéralement derrière. Tu mets genre Puis qu'elle bouge en reculant. Ah, ça, j'ai remarqué qu'elle bougeait en reculant. J'ai remarqué qu'elle bougeait en reculant, puis je me dis que parce qu'elle s'est fendue à la tête avant. Puis là, il dit comme genre, I have something in the back of my head. Puis comme genre, mais genre, elle dit comme genre, comme psychologiquement, mais c'est comme genre, regarde, ça fait comme genre 3000 ans que j'ai catché que t'as réellement quelque chose derrière ta tête, là, commande, là. Je suis pas quelqu'un qui aime ça, comme voir les shit venir d'avance, là. C'est tellement tout moche que ça se fait pas que ça soit ça. C'est tellement épais comme concept que. T'as-tu vu? Oui, je l'ai vu, mais ça fait longtemps. Mais je me souviens. Elle a son shit comme dans Harry Potter. Comme dans Harry Potter. Ouais, parce que là, ils vont même plus loin que ça, puis ses articulations, ils plient de l'autre bord. Ça, c'est je l'avais regardé de reculons, le film, mettons. Là, ça me tentait pas vraiment. Moi, si je peux prendre un film d'horreur qui était too much action, là, Dr. Sleep. J'ai pas vu. J'ai bien aimé Dr. Sleep. J'ai trouvé bon, mais la scène de bataille où est-ce qu'il y a une bataille entre psychics, là, genre, là, dans le bois, là, à la fin. À la fin, là, c'est, là, il se tire dessus, mais là, il y en a qui se pitchent des genres de Shining, je sais pas quoi. Asti que j'ai trouvé ça comme, qu'est-ce que je regarde, là, c'est pas de Shining pantoute. Toi, l'as-tu vu dans ton cinéma? Ouais. Ouais, non, pas tant. Moi, la version que j'ai écoutée, c'est la version Director Scott. Ah, ok, fait que c'était probablement pas au cinéma de bord. Ouais, ça, c'est pas au cinéma, mais... Ils ont probablement rajouté des scènes. Fait que peut-être que... Peut-être ça a changé la différence d'impression qu'on a eu du film. Puis moi, je savais que ça allait... Puis moi, je m'attendais, gars, c'est pas The Shining, mais moi, je trouvais que juste un film qui essaie d'être une suite à The Shining, puis qui se plante pas complètement, c'est ambitieux. C'est ambitieux. C'est pour ça que j'ai donné... Ça, on a déjà parlé, by the way, de Dr. Sleep. Dans parfait. On a déjà parlé? Ouais, pour qu'on aille trop loin dessus. On va pas garder ça trop longtemps. C'était pas... C'est comme tu dis, je trouvais ça ambitieux, puis ils l'ont bien réussi, mais c'était loin d'être The Shining. Puis moi, The Shining, c'est un de mes films d'horreur préférés, je trouve. Je sais pas si... Peut-être qu'il y en a ici qui diraient que c'est pas de l'horreur, mais moi, je trouve que c'est de l'horreur. C'est de l'horreur. C'est ça le but. Surtout à l'époque, les gens percevaient ça comme très dérangé comme film. Mais moi, je trouve qu'un film d'horreur, c'est plus The Shining, puis des moments juste un peu dérangeants. Ou l'exorciste. C'est ça. Plus que justement... Conjuring 3, là, où est-ce que c'est... Puis il faut dire que l'horreur est très engravée dans son époque aussi. C'est sûr que les films d'horreur du passé nous atteignent moins qu'aujourd'hui, mais ça fait pas que c'est pas un film d'horreur pour autant. C'est tellement important de le prendre dans son contexte historique que tu peux pas... Totalement. Puis des fois, ça me dérange, de la façon qu'on décide de définir l'horreur. Tu sais, par exemple, t'as soulevé un bon point en disant comme il y en a des gens qui disent que The Shining c'est pas de l'horreur ou que même le réalisateur de L'Exorciste, il dit que il voulait pas faire un film d'horreur. C'est comme... Mais c'était quoi pour lui de base? Un gros drame psychologique, tout le kit, là. Mais l'affaire, c'est que je m'en fous de son intention. Tu sais, l'affaire, c'est que tu fais un film à propos d'un démon qui possède une petite fille, là, puis il y a des scènes que clairement tu voulais nous effrayer en voulant ça. Puis c'est juste qu'il faisait du drame, il faisait du drame intense, c'est juste que dans sa perspective à lui, tu sais. Mais on s'en fout. Tu sais, l'horreur, ça a une définition claire. Puis comme t'as dit, Hugo, comme mettons Dracula de 31, ça a bien beau comme pas nous paraître comme l'horreur aujourd'hui. T'as les éléments à l'époque, les gens étaient terrorisés aussi. T'sais, non, mais même si le film sortait aujourd'hui, comme genre, si le but c'est de faire peur, c'est de l'horreur. Mais je pense plus que le but, l'effet, l'impact. Il y a des films que le but c'est de me faire peur, puis ça me fait pas peur. Mais c'est vrai qu'un film d'horreur, dépendamment du concept, on dirait que ça peut pas être trop gros. Ouais. L'horreur, le concept même de l'horreur, c'est très intime comme idée. Il faut que tu viennes gratter chier de quoi dans la psychologie humaine. Là. Tu peux pas faire de quoi de très gros là-dedans. Là. Ouais. Parce qu'un bon exemple, c'est Mother avec Jennifer Lawrence. Ouais. Que
Ça aussi, tu pourrais argumenter si c'est un film d'horreur, oui ou non, c'est quoi l'intention, c'est quoi l'effet. Je trouve que tout le début, c'est un film qui est de l'horreur, mais pas standard. C'est un film qui... c'est une espèce d'horreur sociale, ouais, ça me fait peur dans le sens que je détesterais être dans cette situation qu'il y a des gens qui s'introduisent dans ma vie de même puis qui veulent pas s'en aller de chez nous. C'est pour ça que c'est efficace avec le propos du film. Exactement. Tu sais, c'est pas de l'horreur standard, il n'y a pas de jumpscare, il y a pas de... Mais c'est tellement inconfortable, c'est tellement angoissant. Puis là, ben, c'est plus le film avance, plus il devient... je trouve que ça va un petit peu too much, mais ça marche avec le propos. Je pense que ça fait partie du propos du film. Exactement, non, ça fonctionne avec ce qu'il essaie de faire. Sauf qu'il perd son côté horreur, je trouve, vers la fin. Que ça devient quasiment absurde. Tu sais. Mais... Oui. Ah, ce film-là au complet est absurde. C'était ça le but, je pense. C'était ça le but. Ah, c'est rare que j'ai vraiment aimé ce film-là, mais ça m'a... Cool. J'ai un peu été traumatisé après, pendant un petit bout. C'est choquant. C'est un film qui m'a vraiment, vraiment dérangé dans un bon sens, mais pourquoi je pense pas que je vais le réécouter un jour. Genre, je suis correct à l'avoir écouté là, j'en garde un bon souvenir, un excellent souvenir, mais rapproche-moi plus jamais de ça. Je pense que c'est un film que ça dépend de... J'étais dans le bon état d'esprit pour l'écouter à ce moment-là, parce que j'ai été un peu... J'ai accepté un peu l'espèce de... le propos, mais si j'avais pas été dans le bon état d'esprit, j'aurais juste trouvé ça un peu... un peu maladroit, un peu trop, comme ok, là je sais qu'est-ce que t'essayes de dire. Un peu trop in your face. Ouais, c'est ça. Je comprends. J'aime ça d'habitude quand c'est plus subdued, mais je l'ai bien aimé pareil. Fait que j'étais comme dans le bon état d'esprit où le film est juste efficace à ce point-là. C'est un ou l'autre. Puis le niveau réalisation de ce film-là, c'est un film qui, niveau réalisation, s'est donné un langage ultra simple, mais quand on parlait d'horreur, on garde ça simple, là. Parce que malgré que le fait que ça vire très très gros, niveau mise en scène, c'est conçu pour que ça reste petit, dans le sens que t'as 3 plans dans le film. T'as un plan POV de Jennifer Lawrence, où tu vois littéralement qu'est-ce qu'elle voit. Tu peux être derrière l'épaule de Jennifer Lawrence puis la caméra peut tourner plus aisément. Puis t'as le reaction shot, où est-ce qu'on voit la face de Jennifer Lawrence qui réagit puis qui parle. Puis le film-là est filmé entièrement dans ces 3 plans-là. Puis c'est une méthode pour que, derrière moi, quand on parlait de rendre l'horreur fonctionnement intime, mais ça, c'est impeccable pour ça. C'est un exemple de bonne réalisation. Entièrement en close-up, ça donne un peu le... T'es coincé un peu. Là. Tu peux pas te sauver, c'est ça. C'est exactement claustrophobe. C'est très efficace. J'aime ça quand ils font cette technique-là. Là. Il y avait le film de Xavier Dolan, un film français de Xavier Dolan. Juste la fin du monde, c'est ça? Ou... Oui, on l'a vu ensemble, celle-là. Qui est entièrement cadré sur le visage des acteurs. T'sais, on voit à peine le décor, c'est seulement des close-up des visages des acteurs. De ça, c'est vrai, Puis c'est pas un film d'horreur, mais c'est un drame familial, puis ça te rentre tellement dedans à cause de ça, parce que t'es pogné avec les personnages, quand même que tu dois regarder ailleurs. Je pense que c'était filmé beaucoup ici à Saint-Eustache, même, ce film-là. Ici, dans mon appart? Oui, absolument ici, dans l'appartement de Hugo. Je savais pas. Sérieusement, à Saint-Eustache? Je pense que ouais. Ok. Mais ça aurait pu être filmé n'importe où. C'est filmé dans la face du monde. Tu vois littéralement jamais de décor. Le format de l'image, il est square. Puis, non. Non, c'est Mamie qui est carré. Ouais, Mamie est carré, mais pas tout le temps. À la fin, oui, je sais, oui. Pendant 95% du film, il est carré. Il est carré, Puis là, quand ils l'ont mis sur Netflix, Netflix, il l'avait mis square tout le long ou il l'avait mis en... Non, ils l'ont recadré pour qu'il soit en 16-9. Pour qu'il fit dedans. Puis lui, il avait pété un temper tantrum après eux autres. Il était avec raison. Tabarnak. Avec raison. Il a dit, vous brisez mon but dans le film, c'est de faire ça. C'est de faire ça pour donner... Tu sais, quand ça devient plus large, justement, mais c'est parce que ça va bien dans sa vie, tu sais. Mais l'affaire, c'est que respecter le ratio... C'est hyper important pour n'importe quel service. Moi, j'ai essayé. Quand tu s'appelles Netflix, c'est encore liste de ça. Non, mais. Malheureusement, là, tu sais. Non, mais Netflix, pour la plupart du temps, ils respectent. C'est juste que. Mais même là, c'était pas Netflix partout dans le monde, c'est juste Netflix Angleterre. Ce que tu me disais là. C'est juste Angleterre, Royaume-Uni, désolé. C'est juste au Royaume-Uni que c'est arrivé. Fait que lui, il a chialé après la branche du Royaume-Uni de Netflix. Mais tu sais, récemment, à un moment donné, j'ai essayé un service de streaming, espèce Stars. Il y avait comme une option gratuite pour l'avoir pendant une semaine, je l'ai pris. Puis il y avait plusieurs films en cinémascope qui a été réduit en 16-9. Puis pour moi, c'est oublie ça. Je peux jamais faire affaire à ton service si c'est le genre de shit que tu fais. Il y a des films que je commence le film que genre, voyons, c'est bien
c'est drôlement cadré. Ah, mais tabarnak, avez-vous recadré le film? Ouais, je pense que Disney avait fait ça aussi quand ils ont parti Disney Plus avec les Simpsons. Mais les Simpsons, c'est la seule affaire, je pense, sur Disney Plus qui est recadrée. Ouais. J'ai essayé pendant un bout, là. Tu sais, Ils sont encore recadrés aujourd'hui, même? Oui. Ça sont tellement niaiseux. Ouais. Parce qu'il y a tellement des jokes qui marchaient plus. Parce que les premières saisons sont en 4-3. Ouais. Puis, mettons, il y a une joke Parce que les TV, t'as de même dans le t'as un épisode que... genre pendant 30 ans quasiment, là. Ouais. Plus 20 ans, mettons. Là, il y a un épisode des Simpsons dans la première saison que Homer s'en va visiter l'usine de bière, la Duff. Puis il y a une joke que t'as un gros tuyau de bière qui se divise en 3 tonneaux. T'as la Duff Light, la Duff classique, puis la Duff Lager, whatever. Ouais. Fait que c'est comme la joke, ça goûte toute la même affaire, c'est toute la même affaire. Mais dans la version 4.3, tu le vois pas. Tu le vois pas le tuyau d'en haut, tu vois juste les 3 tuyaux, c'est divisé d'un tonneau en dessous. Fait que ça a juste l'air de 3 bières différentes. C'est 3 bières différentes. C'est qui essaie de rehasher, là. C'est que ça fait chier, ça. C'est tellement... ils ont juste tout mis à travers la même machine pour procéder ça, quand même moi ça en, format widescreen. Parce qu'il y a un exécutif qui a dit non, il y a personne qui va vouloir écouter ça, là, ils vont penser qu'ils ont un problème avec leur TV. Puis fait une époque où je suis jamais pour ça, le recadrage, mais je suis quasiment... Je comprends pourquoi il y a une époque où t'en avais besoin un peu, là. Où rappelle-toi, mettons, dans les années 80-90, même avant ça se faisait, là. Tu sais, les TV étaient très petites comparées aux TV qu'on a aujourd'hui, là. Ben oui, la TV intégrée dans le meuble le buffet ou je sais pas comment. Fait que là, t'avais la TV. Ça devait pas être juste une TV, ça devait être autre chose. Ça devait être tout. Puis tu imaginais aller au magasin dans le temps. Puis là, t'as le meuble avec de l'espace pour mettre tes assiettes puis tes napperons. Puis un tourne-disque sur le dessus. Le tourne-disque sur le dessus. Ouais, c'est fou. C'est vrai. C'est incroyable. À ça, imagine écouter Ben Hur. Après ça, sur cette petite TV-là, c'est avec, genre, t'as juste une fine ligne dans le milieu, genre, parce que c'est principalement de l'écran noir, là, ton film, là. Ta TV minuscule, là, à mesure 13 pouces, là. Mais il y avait une joke des Simpsons de ça, justement, il dit, maintenant, Family Guy. Ah, c'était Family Guy, il dit, now back to Ben Hur, en super méga ultra cinémascope, là. C'est juste la ligne, une petite ligne avec la musique. C'est Laurence d'Arabie en passant, la joke. Ah, c'est Laurence d'Arabie, tu t'en souviens encore mieux que moi. Je connais tes références, mais la phrase c'est que ça, fait qu'il y avait une utilité vers ça, mais tu sais, moi mon réflexe c'est de me dire comme fais pas jouer Ben Hur à TV, là, je comprends ses parcs, là, mais joue-le pas à TV, là. Mais comme le fait, ça arrivait pas souvent que les films passaient à la télé non plus à l'époque. Tu sais, quand on a déjà parlé sur un autre épisode, mais que tu sais, avant les années 80, avant que tu puisses acheter un film puis me l'amener chez vous, tu le voyais au cinéma puis ça finit après. Tu sais, il disparaissait un peu. Puis c'est pour ça qu'il revenait. Il revenait au cinéma. Mon père, j'ai dit Laurence d'Arabie, Ben Hur, tout. Ça a-tu marché? La première fois, oui. La deuxième fois, non. La quatrième fois, oui. Là, j'étais comme... La quatrième fois, il dit... à chaque 5 ans, il le ressortait. Ouais. OK, mais c'est pour ça que je pense que l'époque où le recadrage était nécessaire, c'était comme un sweet spot des années 80-90, que tu pouvais amener des films chez vous, mais ta télé était encore carrée. Ben ouais, c'est ça. Ça a pris un bout de temps avec qu'on ait des télés rectangulaires comme on a aujourd'hui. C'est ça. Fait que mais là, à ce moment-là, il y avait des studios qui faisaient exprès. Tu sais, comme Bugs Life, il a été render 2 fois. Une fois en 16:9 puis une fois en 4:3. Ouais, ça marchait pour les 2 formats de l'animation. télé. Ça allait bien. Puis, tu sais, ils ont fait exprès qu'il n'y ait pas de joke qui se passait sur les côtés. Puis c'est fait en vue de ça. Mais des films qui font ça sans consulter personne, puis dire, bon, ben, quand on va juste le mettre en 4:3, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais. Oh. Il y a des films que des fois je me dis, mais pense pas ce film-là à la TV. Là. J'ai vu à un moment donné un extrait de Pulp Fiction, mais en version pan and scan. Puis c'est comme. Pan and scan? Pan and scan, oui. Pan and scan, c'est littéralement c'est c'est comme ça que t'appelles ça, scanner. La façon que tu procèdes pour rendre un film, mettons, en cinémascope, c'est en 2.35. Okay. Très rectangle. Pour le fitter, des fois en format 4/3, c'est carré. Ou 16:9, qui est le format de la TV, les TV qu'on a aujourd'hui. Fait que littéralement, tu scannes ton film, puis des fois, tu peux soit... Mettons, imagine Pulp Fiction, là, mettons dans la scène, dans le diner au début, là, des fois, t'as les personnages à chacune des extrémités de l'écran qui se parlent un à l'autre. Puis c'est un plan large. Fait que si tu réduis ça en 16:9 ou en 4:3, littéralement, tu te ramasses juste avec genre la table. Dans le milieu, tu sais. Fait que ce que tu fais, tu panines quand tu scannes, puis là, fait que là, tu filmes un bord, soit que tu coupes, tu prends un personnage, tu fais une coupure, puis là, tu vois à l'autre personnage, l'autre bord.
Fait que, ou d'abord, tu fais littéralement un mouvement entre les deux. C'est ça pané dans une image fixe. Tu fais juste comme bouger la caméra. Ben pas là, pas la caméra, mais tu prends genre, ok, tu vises cette partie-là de l'écran, puis là tu bouges de l'autre côté pour montrer l'autre affaire. Mais ça je viens juste d'allumer que c'est plus en vie que jamais, cette méthode-là, avec les gens sur YouTube qui font des formats 16:9 puis qui veulent faire de la promotion sur TikTok. Fait qu'ils recordent leurs vidéos. Ah oui, c'est vrai. C'est un très bon exemple. Il y en a faire plein. Des shorts. Ouais. Exactement. Tu sais, ceux qui font des shorts en format 16:9, puis là, ils disent, nous autres, on aimerait ça le mettre aussi sur Instagram, sur Facebook, dans les Reels, parce que c'est ça qui pogne, apparemment. Ben là, ils vont recadrer la conversation des personnages, puis tu as l'image qui se promène à travers le format 16:9. Exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, qu'on a encore ce problème-là, à ça avec les téléphones, c'est vertical, c'est comme totalement à l'opposition de nos... Mais ça va disparaître parce qu'il y en a qui s'adaptent à ça. Par exemple, MrBeast, qui est comme le plus gros en ce moment, il fait maintenant du contenu exclusivement pour les Reels. Il va jamais recadrer une de ses vidéos en format téléphone. Ouais. Il fait des vidéos pour filme le format en vertical. Exactement. Il fait ça pour ça. C'est pas le même contenu qu'il fait sur YouTube. C'est vraiment contenu TikTok, contenu YouTube. Non, c'est respectable. Ouais. C'est beaucoup demandé à quelqu'un de faire ça, mais lui, il engage genre 50 personnes par vidéo. Je pense qu'il y a un peu d'argent. Il aime un petit peu. Hey Perry, veux-tu nous parler de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Asteroid City au Pine? Donc, Asteroid City, pourquoi il n'est pas présenté au cinéma Pine, puis dans beaucoup d'autres cinémas d'ailleurs? Voici l'email que j'ai reçu. Yes, we are hitting major theaters in major markets. I'm afraid that the film supply wouldn't perform in your theater and I would have to finish 2 weeks post-release, which is exactly what we don't want. OK. Voilà. OK, peux-tu nous traduire ça? Fait que ce que ça veut dire, c'est oui, on veut juste être dans les gros cinémas, dans les gros marchés. Puis j'ai peur que si on le sort dans ton cinéma, il va juste être là pendant 2 semaines, puis après ça, tu vas être obligé de le laisser aller. Ce qui est exactement ce qu'on veut pas. Contrairement à l'excellent film qui t'ont mis à la place, que ça, tu vas le garder au moins 2 mois. Exactement. Puis il y a mieux 0 que 2 Donc, semaines. le distributeur de film qui m'a écrit cette réponse-là, en gros, ce qu'il a dit, c'est qu'il aimerait ça que le film reste à l'affiche très longtemps cet été. Fait qu'il a dit, c'est pour ça qu'on te le donne pas là, mais on va peut-être te le donner plus tard. Mais là, ce qui est bullshitter là-dedans, c'est que le film, il est déjà en train de se faire débarquer de plein de cinémas parce que le film marche pas comme il devrait. Parce qu'il est sorti 1 ou 2 semaines avant tous les gros films de CD. Ben, ils ont fucké la sortie. Là. Ils l'ont sorti... officiellement, sa date de sortie, c'était v'là 3 semaines déjà, 4 semaines. Il a sorti large v'là 2 semaines. Ouais. Puis v'là 3 semaines, il a sorti dans genre 3 cinémas en Amérique du Nord, là, ou je sais pas quoi, là. Puis là, ils ont décidé... moi, ça me fait chier parce que moi, je me fais dire ça, puis après ça, je vois une pub à TV qui dit « Asteroid City de Wes Anderson dans tous les cinémas maintenant. » Je suis comme « Ben non, tu sais, c'est pas chez nous, puis pas dans plein d'autres plus petits cinémas, entre parenthèses. » Fait que là, ils font ça, puis le film, il performe pas comme ils veulent. Fait qu'il va se faire débarquer après 2 semaines d'un paquet de cinéma. Là. Je sais pas... peut-être parce qu'il marche pas comme ils veulent, mais... Peut-être parce qu'il y a du monde qui peut pas le voir à cause qu'il joue pas dans certains cinémas. Je veux dire, qu'on s'entend, là, c'est pas comme si t'étais en compétition avec d'autres gros cinémas. T'es à Sainte-Adèle, le cinéma le plus gros chaîne que t'as est à Sainte-Thérèse. Non. Il y en a plus de Goudzo à Sainte-Thérèse. Tu me niaises. Sérieux? Ça fait que genre 5 ans qu'il est fermé. Ah, tu le savais pas? Ah bon, ben, j'allais pas souvent. Je suis jamais allé, genre j'avais peur de ce cinéma. Toutes les histoires que j'entendais dessus, il avait l'air dégueulasse. Ben, le cinéma Goudzo à Sainte-Thérèse, il a fermé un petit peu avant la pandémie, 2018-2019. Okay, j'ai 2 de ses projecteurs chez nous parce que ça faisait... on peut bien le dire, le cinéma, il faisait dur. Là. Même Vincent lui-même, il disait qu'il faisait dur. Là. Mais c'était histoire classique du cinéma qui est dans le centre d'achat. Puis là, le centre d'achat, il fallait qu'il rénove. Puis là, ils n'ont pas rénové. Fait que là, lui, il veut pas rénover son cinéma s'il ne rénove pas le centre d'achat. Le toit, il coulait. Il y a eu un article. Il y a eu un article que vous avez peut-être vu des tuiles qui avaient tombé du plafond sur la tête d'un enfant. C'était là-bas. Oh, C'était là-bas, ouais. Puis ils ont fermé... Il y avait 8
7 ou 8 salles là-dedans. Il y avait 3 des 8 salles qui étaient fermées en permanence depuis genre 6-7 ans à cause de ça. Puis c'est pour ça que j'ai acheté ces projecteurs parce qu'ils servaient pas dans ces salles-là. Fait que c'était un très bon achat d'ailleurs. Donc, il a fermé, mais il faisait pitié. C'est ça pour dire que en ce moment, il y a comme une grosse région dans les Laurentides que tu pourrais leur montrer, hey, Asteroid City, genre nous on l'a, mais tu peux pas à cause que eux ils veulent pas que tu le montres parce que ton cinéma est pas assez gros à leur goût. Puis là ils chialent que pourquoi il y a pas assez de monde qui va voir notre film, mais je sais pas parce que il y a des quartiers qui ne montrent pas le film. C'est un drôle de le cinéma le plus proche de nous qui l'a présenté, c'est le cinéma Saint-Eustache ici. D'ailleurs, puis il a pas fait de chiffre non plus parce que je dis pas ça par méchanceté, mais c'est pas un marché pour ce film-là ici. Là. Saint-Eustache, Saint-Jérôme, c'est pas un genre de marché qui est fort avec des films art house comme ça, comme on pourrait dire. Mais c'est ça. En gros, moi, la manière que je l'interprète, là, c'est qu'ils croyaient pas dans le film. Tout simplement. C'est qu'eux, il y avait ce film-là. Ils vont jamais dire oh non, on a un film de merde puis on est obligé de le sortir. Ils vont jamais dire ça, là, ok? Là, mais ils croyaient pas, fait que c'est pour ça qu'ils l'ont pas sorti large. Ils aiment ça. Ils aiment mieux dire par cinéma, on a une moyenne de tant de personnes que de dire on est dans 3 fois plus de cinéma, mais il y a une moyenne de 5 clients par cinéma. T'sais. Souvent, c'est des affaires de même pour essayer de comme coussiner un peu la chute. Le film lui-même, Hugo, tu l'as vu, je sais pas si vous l'avez vu. Pas moi. Finalement, il c'est pas son meilleur. Vraiment, Wes Anderson, là, on en a jasé hier, justement, quand on s'est vu, là, c'est le style Wes Anderson, il l'a, mais maudit, le film, il n'y a pas de but. Ça a juste pas de... Ouais, il n'y a pas de structure narrative claire dedans. Là, tu sais pas c'est quoi le but. C'est pire que dans ses autres films. En plus, c'est un peu un cliché, là, qu'il y a plein d'affaires qui se passent en même temps, mais dans celui-là, il y a tellement de choses qui se passent en même temps qu'au bout de la ligne, il n'y a rien qui se passe. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Je sais pas s'il l'a fait par paresse ou si c'est juste parce qu'il se permet de faire... Tu peux pas dire que Wes Anderson il fait quelque chose par paresse. Là. Je penserais pas, c'est ça. C'est moi un truc qui m'impressionne vraiment, puis dans son dernier film, comment il s'appelle, Le French Dispatch. Le French Dispatch. J'avais été vraiment impressionné, mais c'est comment il fait énormément avec très très peu. Ouais. Ce gars-là, il s'est développé des techniques pour recréer son style. Puis des fois, tu regardes ses films, t'as l'impression que c'est des budgets énormes qu'il y a, là. Mais non, c'est fait avec 10, 15, 20 millions, gros max, là. French Dispatch, je pense qu'il a été fait ça avec 15 millions, puis tu regardes le film, puis t'es comme, mais voyons donc, t'as fait ça avec ce budget-là, c'est ridicule. Ça prend du travail énorme pour être capable de réussir ça sur à aussi petite échelle. Là. Je pense pas que paresse c'est le bon mot, mais je pense qu'il s'en paresse au niveau du script. Il se repose c'est dans ce sens-là que je voulais te dire. Ouais. Non, pas au niveau de la production. Puis au niveau de ça a l'air d'un film de Wes Anderson, je pense qu'il se repose beaucoup dessus justement parce qu'il a développé une technique. Puis ça veut pas dire que ça n'a pas de mérite artistique, mais au niveau de la personne qui le regarde, tu te dis c'est la même chose que j'ai déjà vu. Donc, ça, c'est mon verdict. Ça fait que je pense pas qu'on va l'avoir parce que ce qui est imbécile dans ce plan de sortie de film-là, c'est que ils l'ont sorti à une très bonne date, avant l'été. Puis cet été, je le dis puis je le répète, on a des films en fou, là. Ça a juste pas de sens. D'ailleurs, il y a plein de memes de tout ça récemment, là, où est-ce que Tom Cruise est allé voir Barbie, puis parce que là, les médias, ils aiment ça faire ça, ils sont comme, il y a beaucoup de films cet été, puis là, il y a tellement de gros hits, fait que là, Tom Cruise est furieux qu'Oppenheimer, il sort en même temps cet été, puis tout. Non, Tom Cruise, il est content parce qu'il aime ça que les cinémas aillent bien. Ben, c'est ça, lui, il est content que l'industrie du cinéma va bien. Qu'est-ce qu'il pense, là? On s'en calisse, là. Ben, tu sais, à un moment donné, c'est ça, là, tu sais, mais c'est ça, c'est les médias qui essayent d'aller chercher puis faire de la guéguerre entre Barbie et Oppenheimer. C'est niaiseux parce que c'est un peu comme on parle souvent en humour ou en théâtre, whatever. Quand les gens vont voir un spectacle qu'ils ont aimé, ils vont avoir envie d'aller en voir d'autres. Ouais. Fait que tout le monde est content qu'il y ait des bons films qui sortent. C'est ça. Il y a personne qui va non, tu voles ma clientèle. Pourquoi la clientèle
permettrait seulement un film par été. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux une vraie guerre, là, une vraie guerre entre 2 distributeurs, là, ça serait Mario puis Sonic qui sort la même date, la même fin de semaine. Un de Paramount puis l'autre de Universal. Ça serait une vraie guerre, là, parce que là, ça serait comme... Ils seraient imbéciles de faire ça puis ils vont pas le faire. Ou encore pire, 2 studios différents qui prennent un IP libre de droit, genre le livre de la jungle, puis ils sortent le même jour. Le même jour. Ça serait une vraie guerre. Ça serait une vraie guerre. Mais là, tu sais, Barbie et Oppenheimer... La guerre de la jungle. La guerre de la jungle. c'est Barbie puis Oppenheimer, là. C'est pas la même. Tu sais, c'est... Non, mais au contraire, ça fait un événement parce qu'il y a beaucoup de gens à ça qui disent puis je vais peut-être le faire personnellement. Double feature. Un double feature. Ouais. C'est ça. Puis là, le gros débat sur Internet que je trouve ça drôle, c'est oui, tu fais un double feature. Dans quel ordre? Ouais. Qu'est-ce que tu regardes en premier, là? Le film de 3 heures de bombe nucléaire ou le film de 1h45 de Barbie? Avec c'est ça. Moi, je pense que ça serait Oppenheimer en premier. Non, je pense que c'est Barbie en premier. Ah ouais? Ouais. Bataille. Je préfère faire le plus long en premier. Je suis pas sûr. Moi, je pense que j'écoute les deux en même temps. En jouant à Subway Surfer sur ton téléphone. Mais ça veut dire qu'à Asteroid City, il n'y a aucune chance qu'un cinéma va prendre ce film-là dans le milieu de l'été. On est déjà overloadé avec des films. Pourquoi est-ce que je prendrais un film qui a des chiffres pas bons, qui est sorti le 10 juin, quand que je suis rendu le 15 juillet, puis je vais dire, mais oui, je vais le prendre à cette date-là, puis je vais le garder tout l'été. Surtout quand j'ai Indiana Jones qui me prend 2 de mes 8 écrans, Oppenheimer qui va me prendre 2 de mes 8 écrans, puis que j'ai Mission Impossible qui va me prendre 2 de mes 8 écrans, puis à travers ça, rajoute tous les autres films qui se rajoutent là-dedans, comme Barbie, qui va peut-être prendre 2 écrans lui aussi. Fait que là, je suis rendu à 6 écrans sur de mes 8, puis là, après ça, t'as tous les films québécois puis les films français à rajouter dans mes 2 derniers écrans. Ben non, il a passé de la chance ton film, je le présenterai pas chez nous, là, tu sais, puis fuck you, Callis, là, tu sais. Fait que, vous voyez que vous avez entendu, fuck you, Callis. Wes Anderson, toi, personnellement, non, pas Wes Anderson. Ben là, j'avais dit que j'irais pas leur nom, là, je viens de le dire, là, mais bon. Mais de toute façon, on parle d'Asteroid City, c'est ça. 1+1. C'est ça, sauf que c'est ça. Mais une recherche Google de deviner c'est qui, là. Exactement, c'est ça. Mais c'est ça, mais des fois je suis pris de même, puis c'est plate parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent si on va le présenter chez nous, comme vous autres, puis je leur dis poliment la même chose que j'ai dit là, je dis ben le distributeur veut pas nous le donner pour l'instant, fait que c'est comme ça, tu sais, on peut rien y faire, puis ces gens-là, ben ils vont le voir à Laval, puis ils vont le voir ailleurs, puis moi je perds de la business à cause de ça, à cause que les estimes à la place, parce qu'ils t'ont donné quand même un prix de consolation, ils t'ont donné Ruby Gillman, Teenage Mutant Kraken. J'ai eu ce beau film-là à la place. C'est quoi ça? Ben, le film qu'on va tous aller voir. On a hâte. Ah, ben oui, absolument. Je suis tellement hype. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. C'est un film, animé. La loi l'oblige. Je dois dire que le film... Je dois dire que le film, il est cute. Okay. Ah, c'est un film pour enfants. C'est un film pour enfants. Je dois dire que le film, il est cute, sauf qu'ils ont mis 0 pub dedans, puis ils l'ont juste mis pour prendre un trou. Vraiment. Il y a Élémentaire qui est sorti, puis ils suivent le même calendrier que l'été passé. L'année dernière, il y a Buzz Lightyear qui est sorti à la même date qu'Élémentaire, puis Minions est sorti à la date de ce film-là. Puis là, dans le Tug of War, Teenage Mutant, il se casse la gueule bien comme il faut, puis Élémentaire, il gagne la bataille, même s'il est pas aussi gros qu'on le voudrait, là, tu sais, mais... Ouais. Mais d'après moi, c'est ça, je vois en ce moment, le film performe pas autant que... Celui-là, il performe pas pantoute, mais c'est parce qu'il sort, puis là, t'as encore Spider-Man qui roule, qui est direct ce marché-là, puis t'as Élémentaire qui fill le void d'un film pour enfants nécessaire, tu sais, d'un film de famille. Puis je l'ai vu hier puis avant-hier à mon cinéma, là. J'ai Élémentaire, puis j'ai ce film-là, Teenage Mutant Kraken, puis Élémentaire, j'ai 120 personnes dedans, puis Teenage Kraken, j'ai 3 clients. La plupart des gens, mettons, s'ils n'ont pas vu, ou s'ils savent pas, ou s'ils sont pas sûrs, ils hésitent entre les deux, ils vont voir Pixar, on va aller vers Pixar. C'est ça. Honnêtement, là. Exactement. Question pour vous autres, par rapport à... Tant qu'à parler de Pixar, parce qu'avec Élémentaire, ça c'est comme une sortie un peu... on dirait qu'un film Pixar, on dirait qu'il ne fit plus du tout avec le nouveau décor du cinéma d'animation. Je veux savoir comme... Qu'est-ce que... Pixar font encore la même chose qu'ils font depuis 10 ans. Là. Plus longtemps. Ouais, peut-être même plus. Là, ouais. Mais tu sais, c'est tout le temps la même formule. Là. C'est tout le temps le même film, mais à la place d'être
ah là c'est des émotions, là on avait un prof, là, c'est des éléments. On avait un prof au cégep qui disait que les films d'animation de Disney, la prémisse c'est Il était une fois, puis Pixar c'est What If. Ouais, What If. Ouais. Mais ils n'ont pas changé ça, là, encore. Avec un petit twist émotionnel, c'est ça. Exactement. What If, les éléments avaient des émotions. Ouais. Mais Elemental, écoute, à l'avoir vu, c'est beau, c'est bon, c'est cute. C'est un mélange, je trouve, de Zootopia puis de Inside Out. C'est un bon film. C'est un bon film de famille. C'est un bon film de famille. Est-ce que c'est le meilleur de Pixar? Pas nécessairement. C'est plus eux qui dominent dans le game depuis un Disney, bout de fait que là. Ouais. Parce qu'avant, c'est les gens qui essaient d'imiter le style de Pixar. Puis à ça, c'est Pixar qui. L'affaire, c'est qu'ils sont victimes de leur succès. Là. Ils ont été dominants pendant très longtemps. Puis l'affaire, c'est qu'avec raison, parce qu'ils faisaient les meilleurs films d'animation. Puis même là, juste des excellents films. Là. Il y a des films là-dedans. Tu sais, pour moi, Wall-E, c'est un chef-d'œuvre. Pas juste un chef-d'œuvre d'animation. C'est un chef-d'œuvre. C'est dans les meilleurs films. Incroyable. C'est ça. Incroyable. Toy Story aussi. Oui, totalement. Les trois sont très bons. C'est Toy Story, je le dis souvent, mais ce qui démarque ce film-là, c'est non seulement le premier film d'animation 3D de A à Z, qui n'avait pas eu ça avant, mais c'est aussi une histoire très originale. Ben oui. Le méchant du film, c'est le protagoniste. C'est Woody qui doit dealer avec son propre orgueil, avec sa jalousie, puis c'est quelque chose qu'un film pour enfants n'aurait jamais fait. Let's take the stick out of your butt, là, man. Woody, il est mais aussi le gars qui démembre des jouets, là, qui est un peu méchant aussi. Il est plus comme un... C'est pas le vrai antagoniste. C'est un obstacle plus qu'autre chose. Ouais. C'est une mésaventure pour le protagoniste, mais c'est intéressant que dans un film pour enfants, tu mettes un personnage principal qui est tellement un gros défaut que c'est ça l'ennemi du film. C'est lui qui doit gérer sa propre jalousie puis sa propre... Les films de Pixar, ils ont souvent eu comme une grande intelligence émotionnelle, on peut dire ça. Mais pour un premier film, ils se sont dit, ok, on va non seulement marquer l'histoire du cinéma en faisant le premier film d'animation 3D, mais en plus... on va avoir un scénario extrêmement original. C'est improbable que ça arrive, ce genre d'affaire-là. Il a même été nominé à l'époque pour l'Oscar du meilleur scénario. Exactement. Ah, je sais pas. Ouais. C'est un fun fact pour vous autres. Ah, c'est cool. Ouais. Ça a toujours été leur grande force. Vraiment. Mais... Tu sais, même, je pense que Cars, c'est un peu ça aussi. Là. Flash McQueen, il y a une avec son orgueil. Puis, c'est vrai. C'est le fun, c'est des belles morales à apprendre à un enfant que genre, hey, si t'es fâché contre tout le monde, c'est peut-être pas les gens le problème, c'est toi le problème. La fin est très bonne. Moi, je me souviens quand j'étais petit, c'était tu sais, quand l'autre il crash, puis là, lui il arrête, puis moi, je me souviens quand j'étais petit, j'étais un peu frustré. J'étais comme, mais non, comment on gagne, là, tu sais? Tu viens juste de spoiler Cars? Oui! Puis tant ça, je vais spoiler Planes 2 aussi, là, tu sais. Mais tu sais, quand il arrête, il se revient de bord, puis il va pousser l'autre pour finir sa dernière course, tu sais, l'autre champion avant lui. C'est très bon, puis très touchant C'est comme des scène, super belles leçons que t'as pas besoin de mettre un message politique dessus. N'importe qui peut s'identifier à ça. T'as pas besoin de dire bon ben ça c'est des gens marginalisés par la société. Non, c'est juste c'est très interne, c'est très personnel. Inside Out aussi il ramène un peu ça. C'est quand qu'elle s'appelle Happiness, I guess, ça. Joy, c'est Joy. Donc Joy qui elle aussi deal avec le fait qu'elle est tout le temps trop positive puis que hey, des fois c'est correct avec triste dans la vie. C'est tous des films qui je pense Monster Inc. il est un peu une formule plus classique. T'as le gentil pis t'as le méchant. Ouais. Genre, Sully, il est pas. Mais il y a quand même l'idée. Il y a un parcours personnel, là. Oui, c'est ça. Puis l'idée de pas juger un. Donc, judge a book by its cover. Ouais. T'es pas obligé d'être trop complexe. Non. En gros, là, un film pour la famille pis tout, là, c'est ça. T'es pas obligé d'aller trop complexe. Puis Buzz Lightyear, c'était ça son gros problème. Ils sont allés pas bien trop compliqués, là. 2001, Space Odyssey, mais pour enfants. Non, regarde. Space Ranger dans l'espace, qui tue des aliens méchants, whatever. Ça marche. Je pense pas que c'est pas ça le problème de Lightyear. Il y avait plein de problèmes. Il y en a plein, mais ça, je trouve que c'était un des Puis je suis pas d'accord, je pense problèmes. qu'un film pour enfants peut être complexe. Justement, Wall-E. Wall-E, c'est un match entre Charlie Chaplin puis 2001 Space Odyssey. Puis ils font super bien. Wall-E représente le côté burlesque puis ancien temps, puis il se pète la gueule sans arrêt, il est très slapstick. Puis t'as la deuxième moitié du film qui est dans l'espace avec un AI qui prend le dessus, puis il y a des concepts très avancés pour un enfant, mettons. Ouais. Ça. Puis les environnementales aussi qui sont là-dedans, c'est très complexe, mais c'est tellement bien ficelé que... Exactement. Fait que c'est pas une question de complexité ou non. Je pense que les enfants sont capables sont sensibles
à ce genre de sujet-là, même si... Oui, vraiment bien que tu le fasses. Là. Puis Lightyear, il y avait... Il y avait mais là, rien le film avait pas vraiment du but. Là. Tu ressors de là comme t'es rentré, juste comme... Ouais. Dernier concept avec Wall-E aussi, rapport malsain avec la technologie. Ouais. Les humains dans le vaisseau ouais, vraiment, là, qui sont tout le temps pris dans leur chaise, puis ils se font tous feeder instantanément, tout de suite. Puis ils ont tout un écran en face. Les méfaits de la conquête spatiale, c'est que la planète est comme recouverte d'un filet de satellites abandonnés. Hein, ouais. Pour revenir à Elemental, en ce moment, il l'appelle un flop. Le film, il marche, mais c'est parce que il a coûté tellement cher. Il a coûté 200 millions. C'est ça, Pixar, c'est un de leurs problèmes, c'est qu'ils coûtent extrêmement cher leur film en ce moment. Puis ils poussent les brownies de l'animation, puis ça, c'est correct, ça en prend ça. Ben, c'est pas Illumination qui va faire ça, c'est pas les autres studios qui vont le faire, c'est eux qui le font. Mais c'est ça, quand un film coûte 200 millions, puis qu'il en fait juste 100 millions, ben là, eux, ils vont tout dire, ah ben là, c'est ça, c'est un flop. Tu sais, c'est un flop, ça marche pas, Pixar sont dans la merde. Fait que c'est ça que je trouve un peu désolant, tu sais, c'est qu'ils ont... Ils poussent les boundaries, mais ça leur coûte très cher, puis combien de temps qu'ils vont pouvoir faire ça encore avant que Disney leur mette un nose vraiment dessus, puis qu'ils leur disent, là maintenant, tu vas faire les films que nous, on décide que tu fais, puis nous, on va appeler ça des hits, même si c'est pas un hit, puis ça va finir là, tu sais, Ça dépend j'ai lu le livre... Il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle Creativity Inc. C'est écrit par Ed Catmull, qui est le PDG de Pixar, puis un des fondateurs. À un moment donné, il parle... Hein? Tu l'as-tu lu? Oui, je l'ai lu. Est-ce que tu l'as? Oui. En fait, tu me le prêterais ça, Ah, avec grand plaisir. Dis non. Fuck you. Puis pour vrai, ben, tu sais, à part cette histoire-là, je fais une parenthèse, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Ouais, vraiment, il est vraiment personnellement, ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, pas juste sur la créativité, sur... Même des fois, la vie en général, il parle de concepts, genre, oh my god, c'est pourquoi ça me rejoint tellement. Mais anyway, à un moment donné, il parle de la fusion entre Disney puis Pixar, puis il y avait un truc qui était fondamental, puis qui fait toujours partie du deal, c'est que c'est deux entreprises séparées. La raison principale pourquoi ils sont achetés par Disney, c'est pour permettre une stabilité financière, puis s'assurer qu'il y aura toujours du Pixar, parce que si c'est une compagnie séparée, ben si à un moment donné tu fais un flop, ben... de cette envergure-là. Ben, c'est ça, ben même ça peut être pire que ça, puis soudainement tu t'as plus d'argent pour faire de films, puis la compagnie tombe, mais si t'as Disney ou avec toi, ben ça arrivera pas, puis plein de raisons de même, mais c'est toujours deux entreprises séparées. Mettons, les animateurs de Pixar vont pas travailler pour les films de Disney et vice-versa, ça reste toujours séparé. Fait que je suis pas sûr, mettons que, je sais pas, peut-être le deal a évolué à ça, que Disney est devenu le méga, le méga monstre qui est aujourd'hui. Has the news. Regarde Marvel, là. Hein? Au début, c'était une association, puis là, ils ont acheté, puis là, tout d'un coup, les films sont moins de qualité, puis là, ils commencent à avoir des genres d'agenda en arrière, whatever. J'ai Star Wars, même affaire. Je dis pas que Disney scrape tout ce qu'ils font, là, sauf que à longue, j'ai l'impression qu'il creep tranquillement, puis c'est comme... à force de c'est jamais bien, peu importe qui le fait. Non, c'est jamais bien. Mais c'est vrai que Pixar a l'air d'être plus protégé, par contre. Ouais, ils ont plus d'autonomie, mais j'espère que ça va rester. J'espère sincèrement que ça va rester. À force d'avoir la page de Letterboxd de Elemental ouverte devant moi, j'ai comme allumé, ils ont littéralement aucun gros nom d'associé au film. Non? Personne. Ça l'aide sur le prix du film, mais ça l'aide pas sur... Disney... qui l'avait fait, probablement qu'il y aurait... Scarlett Johansson qui fait la voix de ouais, c'est ça. Mais dans le sens que Pixar le faisait avant, il y avait souvent des gros noms d'associés. Dans Toy Story, t'avais quand même... Tom Hanks. Ouais, mais... Tim Allen? Tim Allen, il fait Buzz Lightyear. Mais il y a d'autres films, mettons, qui se fient pas nécessairement juste pour ça. Wall-E, il n'y a aucun gros nom associé à ça. Non, mais il n'y a quasiment pas de dialogue non plus avant la deuxième moitié. Exactement, mais c'est juste comme, voici un grand film de Pixar, puis pour eux, juste le fait que ce soit Pixar, ça peut être un gage de qualité. Toi, dans ton cinéma, Perry, justement, c'est un peu comme je disais, là, que souvent les films de Pixar, ils ont juste un peu plus de succès que les autres, j'imagine, quand même. Ça dépend. Ça dépend lesquels? Ça dépend vraiment de quel film. Comme je dis, Lightyear, il a pas marché. Fun fact, je sais pas, tu sais, dans l'histoire, le livre que tu as lu, je sais pas s'il parle de Toy Story quand ils ont perdu le film au complet. Bon. Ben, c'est la sortie de ce livre-là
qui a mis cette histoire-là. Qui a mis cette histoire-là au public. Ben, la fille, pour ceux qui savent pas, c'est Toy Story, right? Toy Story 2. 2, c'est ça, 2. Puis, un moment donné, pour je sais pas quelle raison, ils ont perdu le film Toy Story 2 au complet parce que leurs serveurs se sont fait hacker ou ils ont... Non, leur serveur était un peu mal désigné, puis il y a eu comme... Quelqu'un a fait une gaffe à un moment donné, qui est une gaffe normale, que ça aurait pu arriver à n'importe qui, c'est pas de la faute à cette personne-là, on sait pas c'est qui. Mais il a comme juste voulu effacer un fichier, puis à la place d'effacer un fichier, ça l'a commencé à effacer tous les fichiers. Fait que là, tous les gens qui commençaient à travailler, tu sais, imagine, t'es en train d'animer, plus d'éléments, genre ton bonhomme disparaît. Morceau par morceau, tout commençait à disparaître. Puis là, ils ont arrêté la crise en genre shutdown tous les serveurs, mais t'avais au moins 90% du film qui était perdu. Ouais. Puis t'avais la fille, une des animatrices, elle travaillait de chez elle parce qu'elle était malade ou était en congé de maternité ou je sais pas. En congé de maternité, ouais. Puis elle avait une copie du film au complet chez elle. Fait que sa copie à elle, c'était genre le master. Le master. Puis il y avait beaucoup du film qui était fait à ce point-là. Ouais. Anyway, ils l'ont mis dehors cette année, cette animatrice-là, parce qu'elle faisait partie de l'équipe de Lightyear. Puis l'équipe de Lightyear, après le flop qu'il y a eu, non, mais ils ont laissé aller, était haut placé, était parmi les exécutifs. Mais en ce moment, ils ont des gros problèmes financiers. C'était pas une vengeance contre elle. Là, non, c'est il pouvait plus justifier son salaire. Non, mais c'est ça. Maternité en 2004, là, on n'en est pas revenu encore. Mais non, justement, elle a sauvé la situation. Mais là, c'est ça, tu sais. Elle faisait partie de l'équipe d'exécutifs qui ont mis en place le film Lightyear, puis le film a été un flop total, puis écoute, c'est pas une vengeance, mais c'est comme t'as fait un projet qui nous a coûté très cher. C'est comme si je vous embaucherais n'importe qui d'ici pour faire un gros projet dans une compagnie, puis je te paye plusieurs millions puis c'est un flop, puis tu nous fais perdre de l'argent, je vais pas te réembaucher, je vais te laisser aller. Moi, le seul que j'ai entendu, c'est juste qu'il y avait beaucoup de layoffs en ce moment chez Pixar. Elle était dans ceux qui ont layoff, mais prédominant l'équipe qui ont travaillé sur Lightyear, ils ont laissé une gang aller. Non, mais ça, elle a travaillé sur Lightyear, mais en même temps, elle a travaillé sur les autres Pixar qui ont été des succès aussi. Là, mais ouais, fun fact, grâce à elle... c'est pas le... Ouais, c'est le fun. Ça, c'est le fun fact. Le sad fact, c'est qu'elle s'est fait mettre dehors. Et que beaucoup d'autres gens se sont fait mettre dehors. Souvent, ce qu'on oublie dans cette histoire-là par rapport à Toy Story 2, c'est que... dans le livre, il l'écrit, c'est qu'ils ont sauvé le film, mais que plus tard, ils se sont aperçus que le film était pas à leur goût. Fait qu'ils ont tous refait le film après. La plus courte production de chez Pixar, c'est quand ils ont réécrit Toy Story 2 parce que Disney voulait pas rebouger la date de sortie. Fait que c'est comme genre, vous avez 9 mois pour faire... Wow. Fait que là, c'est une des seules périodes dans l'histoire de Pixar où est-ce qu'ils ont vraiment vécu des périodes de crunch énormes. Puis après cette histoire-là, Ed Catmull m'a dit comme plus jamais, genre, on met nos employés au travers ce genre de situation-là. J'espère qu'il a respecté sa parole, là, mais... J'espère bien. J'espère bien. Mais non, c'est ça. Comme je dis, je leur souhaite pas du mal. J'espère que leurs films vont marcher, mais c'est ça. Ils poussent loin leur banlieue, ça coûte cher. Puis quand un film marche pas, ben ça... Tant qu'à moi, où ce que ça se perd un peu puis qui sort dans son imagination, c'est quand ils font justement trop de suites, puis de reboot, puis de sequel, puis de spin-off, puis de... Tu sais, j'ai réécouté récemment Monster Inc. Puis je trouve que la beauté... J'en ai-tu parlé au dernier épisode? Je pense pas, non? Monster Inc. ou Monster University? Monster Inc. Monster Inc, ok. Je trouve que la beauté... Ça répète n'importe quoi que j'aurais écouté, mais la beauté de ces films-là, c'est que c'est 1h30 d'animation, puis leur univers s'arrête là. Il mentionne, mettons, en dehors de la ville de Monster Inc., il mentionne brièvement, mais il ne montre pas, puis il l'explique pas. Tandis que s'ils font des suites, je trouve qu'à chaque suite qu'ils font, ça nous pousse à remettre en question la logique de l'univers qu'ils ont établi dans le premier film. Je pense que celui qui en a le plus souffert, c'est Toy Story. Les jouets qui parlent puis qui bougent quand les enfants sont pas là. Jusque où t'emmènes ça? Là, tu sais, dans le 4, ils sont rendus à questionner c'est quoi un jouet? Est-ce qu'une fourchette en plastique qui ont mis des bras et des jambes en cure-pite, ça peut être un jouet? C'est le fun, mais je trouve pas qu'il avait besoin d'aller là. Tu sais, je voudrais que ça chouette dans la petite chose que Toy Story était à l'origine, puis que tu te posais pas de questions sur ça marche-tu, est-ce que ça marche pas, est-ce que les jouets... Tu sais, dans le premier film, où qu'un enfant ou un être humain dans la pièce, ils font qu'il se pitche à terre puis il bouge plus. Dans le troisième, dans le quatrième, il hijack un char. Je trouve que ça... Tu sais, va pas trop loin, reste... petit, compressé dans un univers, puis ça va bien aller. Ben, c'est ça le problème dans toutes
spin-off puis tout. Mais là, souvent les gens ont comme ils disent qu'ils veulent plus, comme genre on veut explorer encore plus l'univers. Faut mais comme, non man, ce que t'aimes c'est l'histoire qu'on te donne, c'est pas l'univers. Be careful what you wish for. C'est mieux d'en voir moins que d'en voir trop. Exactement, les ans de l'imagination, puis c'est d'ailleurs ça le but de ces films-là, l'imagination. Comme dans les films d'horreur. Ouais. Oui, c'est vrai. Monte-en pas vrai. trop, parce que c'est plus terrorisant. C'est le moment où on va parler du film qui a été recommandé la semaine d'avant. Fait que pour ceux qui veulent pas se faire spoiler pour Stalker, qui a été introduit la semaine d'avant, allez l'écouter avant d'écouter ce segment-là, ou faites juste pas l'écouter si ça vous intéresse pas, vous avez bien le droit. Fait que c'est Charles. Dis le titre en russe. Fait que c'est Charles la semaine passée qui nous a recommandé Stalker de Andrei Tarkovsky. Voilà. Un film de 79. Qui a, puis là juste pour adresser, qui a été filmé en Estonie dans un power plant désaffecté à cause d'un tremblement de terre, si je me trompe pas, puis qui est un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de... ça va être pertinent avec le propos du film plus tard, qui est un endroit où est-ce que, justement à cause de ça, pas mal toutes les usines avoisinantes déversent leurs rebuts à cet endroit-là, parce que c'est abandonné de toute façon. Puis eux autres sont allés filmer là. C'est une astuce de dompe la place pour ouais, exactement. Ils sont allés filmer là, puis ça l'a causé... En fait, il y a la femme de Tarkovsky, puis l'acteur qui joue le writer dans le film. Les personnages n'ont pas de nom, ils ont juste un titre qui leur sont donnés. Sont morts de la même maladie pulmonaire très rare. Fait que les gens... Tarkovsky est mort à 55 ans aussi, très jeune. Puis... d'un cancer du poumon, si je me trompe pas. Je peux pas confirmer que ça vient de ça, mais tu peux connecter. Apparemment, il avait été diagnostiqué avant. Il y a eu un diagnostic avant le tournage. Ah bon, fait que c'est un peu des légendes urbaines. Sûrement que ça n'a pas aidé d'aller tourner dans des rebuts radioactifs, mais... Pas radioactif. Pas radioactif, mais ouais. Non, parce que Tchernobyl, c'était après. Ouais, c'est ça. C'était après, c'est ça. Je me souviens, l'autre fois, on en avait parlé, mais... c'est ça qui a été légendaire après, c'est que les connexions avec Tchernobyl étaient immenses encore aujourd'hui. Puis t'as des vrais stalkers aujourd'hui à Tchernobyl. Exactement. Ouais, c'est ça, les gens qui amènent qui font du tourisme. Veux-tu commencer par expliquer la prémisse du film, puis genre tout c'est un film qui est basé sur une nouvelle qui s'appelle Roadside Picnic, qui parle... Dans la nouvelle, c'est assez clair. Dans Stalker, c'est moins clair. Puis dans tous les médias qui sont venus après Stalker de Tarkovsky, ça a changé un peu de sens. À l'origine, la nouvelle s'appelle Roadside Picnic parce que c'est des entités extraterrestres d'une autre dimension, si on ne sait pas, qui laissent des anomalies à un endroit. Puis ces anomalies-là respectent pas les lois de la physique comme on les connaît, tout ça. Puis les auteurs, ça a été écrit par 2 personnes, font un parallèle avec un roadside picnic. C'est comme si il y avait des entités qu'on peut pas comprendre qui avaient laissé juste leur détritus sur le bord de la route. Qui ont fait un pique-nique puis ont laissé ça là. Dans le film Stalker, ça prend ça prend la forme d'une zone où est-ce qu'il y aurait une météorite, selon ce qui est dit. C'est très peu expliqué. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui serait tombé là, un météore, mais finalement, c'est pas vraiment un météore, mais on le voit jamais. Puis ça crée une zone d'exclusion où est-ce que, justement, les lois de la physique peuvent finir par être twistées un petit peu. Le film utilise beaucoup de... méthode assez créative pour illustrer ça, sans le faire avec des effets spéciaux qui auraient coûté très cher ou qui auraient été difficiles à faire pour leurs moyens. Puis là, il y aurait une pièce en quelque part à cet endroit-là que si tu rentres dans le threshold de cette pièce-là, ça va connaître tous tes désirs les plus sincères, les plus profonds, puis ça va les accomplir. Fait que là, t'as ton personnage principal, Stalker, qui, lui, c'est quelqu'un qui amène les gens faire cette pièce-là. C'est totalement gardé, c'est totalement qu'il y a des gardes qui protègent la place. Oui, c'est ça, des gardes pas très compétents, là, mais... mais ça fait partie du charme du film, d'après moi. Là. Qu'est-ce qui t'a amené vers... Est-ce que tu l'avais vu avant de le recommander? Non, je l'avais pas vu avant de le recommander. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir qu'on écoute ce film? Je vais être tout à fait sincère, mais c'est les jeux vidéo Stalker. qui sont inspirés de la même nouvelle puis du film. Okay. Sauf que dans les jeux Stalker, c'est pas un météorite, c'est l'incident de Tchernobyl. Puis c'est vraiment la zone d'exclusion de Tchernobyl
c'est là que ça se passe. Ouais. Okay. Qui crée des... il y a d'autres stalkers, des bandits, l'armée, ça c'est tous tes ennemis, là, des chiens sauvages, des mutants, puis des anomalies qui sont plus... visuellement représentées là, plus que dans le film. Là. Mais que là, ça change un peu son sens où est-ce que à place d'être... Parce que c'est très intéressant parce que ce film-là, pour Tarkovsky, c'est très... c'est la foi. C'est juste le fait de croire en quelque chose, peu importe c'est quoi, peu importe ça vient d'où. Puis là, dans les jeux Stalker, puis dans les médias un peu qui sont venus après, ça devient un peu l'humain, puis la technologie, puis jusqu'où est-ce qu'on l'amène, puis le danger que ça crée. Puis la nouvelle, je l'ai pas lue, fait que je sais pas c'était quoi exactement. Très peu de gens l'ont lu aussi. C'est ça, fait que... Bonne intro. Oui, merci. Ouais, il restait-tu quelque chose à Non, ça va, mais à part maintenant, comment vous avez trouvé le film? Hugo, lance-toi. Vas-y. Je pense pas que j'étais dans le bon mood pour l'apprécier à sa juste valeur. Ok. J'ai adoré la cinématographie, mais j'avoue que ça a été un peu difficile pour moi de le regarder. Je pense que ça va prendre une couple de semaines à y réfléchir, puis à être assis dessus, puis à y penser, pour que vraiment qu'ils viennent me chercher. Puis mais tu sais, cela étant dit, j'ai compris ce qui se passait. Parce que j'ai l'impression que c'est le genre de film que si tu comprends pas ce qui se passe, ben t'auras pas de fun pantoute, là, puis tu vas rien comprendre, puis ça va pas... ça va être absolument pénible à regarder. J'ai compris, tu sais, j'ai mon interprétation de ce qui se passe dans le film. J'ai apprécié les visuels. Ça reste que c'est un film qui est extrêmement lent puis qui est contemplatif à fond. Pour le meilleur, je pense. C'est joli, mais ouais, j'étais pas dans le mindset idéal là, pour regarder un film de 2h45 en noir et blanc qui montre des débris. Mais je reconnais sa place là, dans des grosses parties en noir et blanc. En sépia. Il y a du sépia, ça change beaucoup de gamme, là, mais ça reste assez monochrome. Là, ça va pas... ça nous montre pas toutes les couleurs d'arc-en-ciel, mettons. Oh ouais, non, c'est sûr. Très, très, très tame là, comme coloration. Mais... moi, j'ai un petit peu de misère là, à engager avec ce film-là. Là. C'est un film qui peut être difficile d'approche, là, c'est clair. Puis, définitivement. Si tu sais pas à quoi t'attendre, c'est vrai que ça peut être assez choquant, quasiment comme genre, ok, ça se voit dans ce genre de direction-là. Mais tant mieux, ça l'a graissé une ouverture, puis... Mais pourquoi je suis sûr qu'à un moment donné, tu vas être tenté d'y retourner, puis... Pas de suite. Pas de suite, non, un jour. On va prendre un bout, mais... Un jour. Je suis allé lire un peu après dessus, puis ça m'a aidé déjà plus à l'apprécier. Mm-hmm. Mais ouais, c'est très lourd. C'est très, très lourd comme film. Oui. C'est pas... c'est pas une écoute agréable. Ben, je pense que c'est... Tous les films faits... tous les films soviétiques. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas des gens qui avaient du plaisir, faut croire. Hein. Il y a des comédies russes, là, ça existe, j'en connais juste pas. Mais... non, c'est vrai, j'en connais plus. Ben ça, c'est considéré en URSS comme étant une blague. Ouais, c'est vrai. Tu sais, la scène où il tombe à genoux de désespoir dans la part de sable. Niaiseux. All he need is vodka. And invade Ukraine. That make happy. Ouais. Puis... je l'ai pas réécouté pour l'épisode, mais je l'ai déjà vu 2 fois. Et puis je dois avouer que moi j'étais dans quand même des bons contextes. Je l'ai vu au cinéma les 2 fois. Au cinéma du Parc, il faisait des projections de minuit. Puis nice. Régulièrement, il faisait du Tarkovsky. Puis j'étais voir la majorité des films de Tarkovsky à cause de ça au cinéma. Puis c'est un film que t'as besoin d'un... Le contexte de cinéma, il est vraiment génial pour ça. Parce que des fois, dans le contexte de salon... tu sais, quelque chose de très lent et contemplatif, c'est que tu peux être très facilement distrait. Ouais. Puis le cinéma, ce qui est vraiment génial, c'est que t'es scotché après ton siège. Puis c'est un film qu'une fois que t'es accroché dedans, là, ça peut être absolument fascinant à regarder. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup, j'adore. Puis on peut parler de longtemps de toutes les interprétations qu'on peut ressortir. Ça sera... C'est pas le mood ici pour parler de ce genre d'affaires-là. Mais moi, c'est un film qui me fascine. Ça... quasiment hypnotisant de juste vivre dans cette atmosphère-là. J'aime, ce que j'adore de Tarkovsky, c'est le côté très onirique. On explore, mais de façon... On montre le psyché humain, mais au travers des rêves. Puis ce film-là est vraiment idéal de ce côté-là. Puis lui qui est très ouvert par rapport à toute la spiritualité, de la foi, puis il le fait d'une très belle façon ici en explorant comme genre
ils vont là pour avoir ce qu'ils désirent, mais de la façon que tu vois très bien qu'ils ont un très grand vide, très spirituel en dedans d'eux, puis c'est super bien représenté. Mais ouais, là je parle de qu'est-ce que j'aime, comment je l'ai vécu, mais c'est en tout cas, pour moi c'est un excellent film. Oui, c'est excellent. Comme tu parlais des visuels tantôt, pour moi c'est un des plus beaux films jamais filmés. Regardez-le sur grand écran si vous pouvez. Je disais noir et blanc, c'est vrai qu'il n'est pas en noir et blanc qu'on complet, mais je trouve quand même que le fait qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs puis c'est très sobre comme esthétique, j'ai tout le temps dit que je trouve que du noir et blanc, ça permet de focusser sur la composition de l'image. T'es pas distrait par les couleurs, puis ça le prouve à merveille là, de faire des zoom-in sur des déchets toxiques puis des restants d'usines abandonnées. Les couleurs sont quasiment pas nécessaires. Tu veux voir les détails dans ce qu'il a filmé, c'est vraiment beau. Puis la partie sépia, me semble, c'est la partie qui est en dehors de la zone. Ça montre seulement un monde. Tu sais, les gens sont pauvres, les gens sont. Puis ça montre un peu l'état de la Russie aussi. J'ai justement une interprétation par rapport à ça. Ouais. Puis, fait que les gens qui sont prêts à rentrer dans une zone dangereuse gardée par des gens armés dans le but de potentiellement rêver une meilleure vie. Je trouve que le sépia, c'est une belle marque visuelle pour montrer là, ce genre d'atmosphère-là. Et toi, Perry? Moi, j'ai bien aimé. Même affaire un peu, là, tu sais, quand j'ai vu comme la longueur du film, puis là, tout, j'ai fait comme OK. Merci Charles. Merci Charles de ruiner mon vendredi matin. Non, je l'ai. Non, mais là, je me disais, bon, OK. J'étais un petit peu sceptique. Puis finalement, ça part, puis j'ai été fasciné. Vraiment, c'est ça le mot. Le mot, Charles, tu l'as déjà dit, là, mais j'ai été fasciné moi aussi. J'ai embarqué tout de suite. Puis là, c'est ça, quand il y a eu les changements de couleur, comme le début du film il est en noir et blanc, puis après ça devient en couleur. Puis, ça revient-tu en noir et blanc à un moment donné? Oui, à la fin. Puis aussi, t'as les scènes flashback qui sont Rêve, on n'est pas sûr. Rêve, qui sont comme orange. Je sais pas c'est quoi le nom de ce filter-là, là, mais sur Instagram, c'est le Hefe. On a dit sépia, c'est à peu près ça. C'est ça. Mais, le Mexique, selon Hollywood. Ouais, c'est ça, Mexique. Mexique, nouveau Mexique, Breaking Bad. Faut les mimes d'étalonnage pour comprendre ça. Fait que, non, mais j'ai été fasciné, j'ai trouvé ça bon. Je trouve que le temps, il a bien passé. Par bout, il y avait des longueurs un peu. Je comprenais qu'est-ce qu'il voulait faire avec sa scène. Tu sais, genre, je le vois, comme mettons, hier, je disais à Hugo, la scène avec le poisson dans l'eau, tu sais, un moment donné, là, puis là, t'as l'espèce d'huile noire qui s'approche un peu tranquillement. Je comprends, tu sais, je suis comme, OK, c'est bon, puis là, tranquillement, pas vite, l'huile noire commence à prendre un petit peu plus de place dans l'écran, puis là, t'es comme, OK, je comprends, c'est comme le désespoir, ou la noirceur, ou whatever, mais tu sais, ça prend... D'ailleurs, huile dans laquelle toute la crew baignait. C'est ça, hein? C'est nice. C'est bon pour la peau. C'est très beau, ouais. J'ai pas trouvé que c'était... J'avais lu que c'était supposé être un genre... Pas un film d'horreur, mais un film science-fiction. J'ai pas trouvé que c'était... Comme tu dis, je pense que c'était un drame. C'était un drame plus qu'un film science-fiction. C'est une prémisse science-fiction, mais le but, c'est pas d'explorer ça. Ben, c'est pas d'aller dans un lore ou whatever. C'est vraiment juste on donne une prémisse, mais on explore de quoi d'humain au travers de ça. Puis... le reste, ça aurait été très distrayant d'avoir des éléments de science-fiction. J'aurais aimé ça quand même un petit peu. Mais pour ça, tu peux écouter Annihilation, qui est quasiment un remake de Stalker, mais au goût du jour. J'ai pensé souvent à Annihilation. Ok, non, je l'ai pas vu, lui. Je l'ai pas vu. Fait que c'est ça. Fait que il y a certains moments que j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus spooky. Tu sais, comme mettons la première fois qu'il marche, qu'il dit moi je m'en fous de toi, puis qu'il va en avant de la maison, de l'usine, peu importe, tu sais. Puis que là, il y a quelqu'un qui lui dit non, arrête, reviens-toi de bord, genre. Puis là, il revient, puis il réalise que c'est pas ses deux autres amis qui ont dit reviens, c'est une voix qui a juste apparu magiquement dans sa tête, tu sais. Fait que moi, je pensais que c'était un des autres qui avait crié après. Là, je pense que c'est ça qui c'est tellement étrange cette scène-là que tout le monde se demande c'est que ta vie c'est quoi qui se passe, mais j'aurais aimé ça que ce soit un avertissement. Peut-être là, l'autre il dit c'est la zone qui t'avertit que
t'as pas dû aller, fallait pas que tu fasses ça, tu sais. J'aurais aimé ça quelque chose d'un petit peu plus robuste, peut-être, là, tu sais, comme une voix peut-être plus méchante, ou plus grosse, ou plus puissante. Pas une explosion, là, nécessairement, mais il y a quelques moments, comme quand ils sont dans le passage, aussi en dessous le meat grinder, justement. J'aurais aimé ça. J'ai trouvé ça spooky. Je trouve qu'il y avait peut-être moyen de le rendre un petit peu plus spooky ou quelque chose. Mais je sais que c'était pas ça le but du film. Je comprends que c'était pas ça le but du film. C'est plus psychologique au niveau de l'horreur, là, si on veut, spooky, peu importe. Là. C'est plus au niveau des thèmes qui sont abordés. Je peux juste ramener la discussion sur quelques faits intéressants ou quelques trucs que j'ai observés. Il y a beaucoup de gens qui comparent Andrei Tarkovsky comme une antithèse à Stanley Kubrick. Surtout avec Solaris. Là. Surtout avec ça. Solaris qui a été fait presque en réponse à 2001. Pas presque. Pas mal en réponse à 2001. Okay. Tarkovsky a détesté 2001. Okay. C'est de l'espace. Il avait l'air très particulier comme il était très... mais où est-ce que, dans le fond, ce qui reproche à Kubrick, il a raison, c'est pas faux, il s'en sort pas de nulle part. C'est vrai que Kubrick, son cinéma est plus froid, plus impersonnel. Très matter of fact. Puis Tarkovsky, lui, est très, très personnel. Hyper personnel. Même que d'ailleurs, le personnage du Stalker, c'est lui, on s'entend, là. Moi c'est le même que je l'ai interprété. Quand que le personnage du Stalker est à genoux, il pleure, puis il dit je veux montrer je veux montrer quelque chose aux gens qui va les émerveiller, je veux leur donner de l'espoir, tout ça. J'ai l'impression que c'est Tarkovsky qui parle à travers ça quasiment. Puis parce que Tarkovsky a toujours été très critique des intellectuels, des écrivains, des critiques, tout ça. C'est en lisant ça justement des choses qui ont été dites là. Fait que j'ai l'impression que c'est lui qui amène, c'est Tarkovsky qui amène des gens qui n'ont pas la même vision du monde que lui, il les amène à travers une aventure invraisemblable, fantastique, puis il y a quand même en réponse de l'apathie, puis ça le met à terre, t'sais. Fait que c'est un peu ça. C'est une portion de mon interprétation du film, puis je suis allé rechercher une quote de Tarkovsky. Excusez, là, des fois je sais quand le réalisateur dit son intention sur un film, des fois ça peut le gâcher pour certaines personnes parce que ça vient je pense pas qu'il a été trop précis non plus dans la situation que tu vas probablement sortir. The film is about the existence of God in man. And about the death of spirituality as a result of our possessing false knowledge. Pour ceux qui parlent pas anglais, dans ceux qui nous écoutent. Ce film est à propos de l'existence de Dieu en l'homme, à l'intérieur de l'homme. Et à propos de la mort de la spiritualité en résultante de la possession de fausses connaissances. Ça ramène bien à ton argument que le stalker, c'est lui. The stalker needs to find people who believe in something in a world that no longer believes in anything. Le stalker doit trouver des gens qui croient en quelque chose dans un monde qui ne croit plus en rien. Wow. Si je peux mettre dans le contexte du temps, l'URSS, c'est un pays qui était techniquement athée. Il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas rien. Il n'y avait pas le droit de pratiquer la religion. C'est mal vu parce que dans un État totalitaire, il n'y a rien au-dessus de l'État, il n'y a rien qui dépasse l'État. Fait que tu peux pas avoir un Dieu fait compétition. Ou quelque chose. Non, exactement. C'est ça. Dieu fait compétition. Fait que lui, probablement. Fait que lui, pour lui, c'est sûr que c'est important. Comme un gars, j'ai lu aussi qu'il était un chrétien orthodoxe très by the book. Puis c'est ça. Fait que c'est normal, j'imagine, dans un pays où est-ce que le gouvernement te force à oublier ta religion. Parce que c'est ça qu'ils ont fait, là, tu sais. C'est sûr que lui, il était pas content de ça. Là, c'est sûr que lui, il se dit, ben non, mais faut qu'on aille... Ça crée un vide spirituel chez les gens. Surtout à l'époque, exact. La religion était beaucoup mise en doute. Ben, ça fait que quand ça va mal dans ton gouvernement totalitaire puis que tu vis dans de la misère, tu n'as pas grand-chose à quoi t'accrocher. Exactement. C'est pour ça que la zone, c'est ça, c'est la spiritualité. C'est pour ça que la zone, malgré le fait que c'est de la désolation... C'est le God. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Malgré le fait que les visuels de la zone, c'est de la désolation, c'est des endroits urbains abandonnés. C'est plus beau que dans la ville qui est entourée de barbelés, puis qui est jaune. Qui, pour moi aussi, c'est une critique. La seule raison qu'ils disent pas ils disent Unnamed City,
C'est parce qu'il est en URSS puis il pouvait pas critiquer son propre pays. Je pense que c'était son dernier film soviétique. Après ça, il a fait Nostalgia et Le Sacrifice. Nostalgia qui était fait en Italie, Le Sacrifice qui était fait en Suède. C'est ça. Il a quitté le pays après. C'est parce qu'il était pas content là, de ce qui se passait dans son pays. Et le personnage du Stalker est rattaché par sa ville à cause de sa famille et ses racines, mais il préfère le temps qu'il passe à l'extérieur. Exactement. Qu'il trouve plus beau, qu'il trouve plus connecté spirituellement, tout ça. Puis d'ailleurs, la couleur, justement, on parlait des séquences sépia, puis des séquences en couleur dans la zone. Fait que la zone, en réalité, même si c'est dangereux, ça représente la liberté puis sa foi, tandis que les environnements laids puis brutalistes de la ville, c'est sécuritaire, c'est entouré par des gardes armés, fait qu'il y a une certaine sécurité. Il n'y a pas les risques puis les traps de la zone qui essaient de t'amener un peu dans des gouffres. Mais c'est ça, c'est laid, c'est déprimant, c'est un tombeau. C'est l'Union soviétique où... C'est peut-être pas toute l'Union soviétique au complet, mais certainement des grosses parties comme la Pologne, l'Ukraine, whatever, les pays qui ont souffert beaucoup sur eux autres. Là, fait que c'est sûr, moi je l'ai interprété de ça de même. Là. Lui, c'était une critique sociale de son pays, de son gouvernement, de tout. Il était pas content de vivre là-dedans dans une société comme ça. Là. Puis quelques années après, t'as Tchernobyl qui arrive, puisque t'as littéralement cette zone-là qui a été créée. Ce qui est débile quand tu y penses. Ça a mythisé le film aussi. Là, Life imitates art. Ouais. Il dit « Only the most wretched of people can come here ». Là, fait que, puis tu sais, il met la couronne, la couronne d'épines puis tout. Moi, je voyais ça un peu comme, c'est ça, comme un genre, comme Jesus, dans le fond, puis qui va chercher... Je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la Bible, mais lui, les gens qu'il allait rencontrer, c'est les gens les plus pauvres, puis les plus désespérés, puis les plus... Moi, je pensais qu'il allait rencontrer les riches, puis les rendre plus riches. Là. Non, justement, ils les aimaient pas, tu sais. Fait que je pense que c'était ça le but, là. Il dit la même chose dedans. Tu Marie, que le writer, il est riche, de ce qu'on comprend dedans. Ouais. Si on se fie à la manière qu'il est habillé, puis à son char au début, puis tout. Il est peut-être un peu plus bourgeois, mais plus bourgeois, mais son but, c'est ça. C'est de... Je pense que c'est ça. C'est de dire les gens qui ont rien du tout, ben c'est eux qui ont besoin le plus de tout ça. Puis c'est eux autres qui veulent justement détruire la zone, puis genre nous on a perdu espoir, on a perdu foi, donc personne ne peut l'avoir. Là. C'est un peu ça leur mentalité là, par rapport à... Puis avec du recul, avec ce qu'on dit en ce moment, j'aime beaucoup l'introduction du Stalker, que sa femme qui a dit « Ah, ça y est, tu retournes à tes vieilles habitudes, tu vas détruire notre famille. » On pense tout de suite, bon, ben, il est alcoolique ou il y a des problèmes, il y a une addiction quelconque, mais non, il est juste trop bon. Il veut aider les gens à atteindre, il dit lui-même en pleurant à la fin de moi, mon seul et unique vœu, c'est d'aider les gens à atteindre ce bonheur-là. Puis c'est ça que sa femme elle reproche, comme arrête de te sacrifier de même pour les autres, concentre-toi sur ta famille, t'as une fille handicapée et tout, puis turns out que sa foi est tellement bonne que la zone le récompense quand même. À la fin, en ce que j'ai interprété, c'est que sa fille qui fait bouger des trucs par la pensée. C'est un de mes plans préférés de l'histoire du cinéma. Super beau plan, là. Ouais. C'est un peu justement une récompense que la zone donne à sa foi. T'as gardé foi malgré tout, t'as défendu l'honneur de. Puis quand il parle de son mentor, Porcupine, que son frère est mort dans la zone, que lui est retourné, il est allé dans la room pour souhaiter quelque chose pour son frère, le ramener à la vie, peut-être quelque chose comme ça, mais tout ce qu'il y a eu, c'est des richesses. C'est de l'argent, ouais. Parce que son désir le plus profond, c'est juste matériel, c'est juste d'être riche, puis il s'est pendu quelques jours après. Lui, moi j'interprète ça comme s'il est allé dans la pièce, mais son désir le plus profond, c'était dans le fond une meilleure vie pour lui et sa famille. Quelque chose comme ça. C'était comme selfless, c'était comme pour sa fille. Moi je l'ai interprété à l'inverse, j'ai interprété qu'il est allé dans la pièce, qu'il avait un désir en tête qu'on sait pas c'est quoi nécessairement, puis que finalement son désir c'était peut-être en fait non, le désir c'était très clair, c'était qu'il voulait que sa fille ou sa famille ait une bonne vie ou je sais pas quoi, puis ça a été un peu comme le génie ou un peu comme les vieilles histoires de Be Careful What You Wish For, genre tu sais comme ok elle a des pouvoirs magiques mais elle est handicapée.
Tu comprends, tu sais, je sais pas, tu sais, comme hier, ce que j'ai dit à Hugo, c'est l'histoire du, tu sais, le gars, le roi qui voulait que tout ce qui touche, ça devienne de l'or, tu sais, c'est un peu comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Peut-être. Mais que là, il se rend compte que, oh my god, quand je bois de l'eau, ça devient de l'or dans ma bouche, tu sais, puis quand que je touche une femme, elle devient une statue d'or, tu sais, fait que je pense, j'ai peut-être interprété même, puis c'est pour ça que lui, il veut pas y aller dans la pièce. C'est pour ça que le stalker veut pas rentrer dans la pièce parce qu'il a peur, il y a peut-être déjà une conséquence. Je sais pas. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Mais c'est ça, mais c'est tellement ça reste ambigu même avec l'intention du fait que ça c'est bon. Mais il dit dans le film à un moment donné, il y a une scène, je me souviens plus quand exactement, mais il y a une scène où est-ce que je me souviens plus lequel des trois personnages, il dit essaye pas de comprendre. Ouais. Il y a une scène où est-ce que c'est clairement écrit, c'est dit tu vas essayer de comprendre, mais il y a rien à comprendre. Il dit le but, si je te dis c'est quoi la zone, en gros le film, tu sais, pour nous, si je t'expliquais exactement c'est quoi, ben tu comprendrais pas le but du film. Le but du film, c'est que t'acceptes que tu comprends pas le film, que tu comprends pas tout. Est-ce que ça commence, c'est vraiment philosophique là, ouais, mais l'idée de comprendre le film, ça ruine le film. Il faut que ça reste vague, puis il faut que ça fasse ce qu'on fait là. Faut que t'en parles, puis faut que t'imagines un peu ta propre perception, puis c'est ça le but, c'est en sachant rien que tu es vraiment mais c'est vraiment là que tu vas vivre. Ce que tu vas vivre, exactement. C'est ça. Ouais. Que tu vas vivre. Fait que ça, il dit clairement dans le film à un moment donné, fait que je dis bon, fait que c'est pour ça que le film il est volontairement un peu vague, puis un peu pas trop concret dedans. Justement, en étant pas trop concret, le son, je sais pas si vous avez porté attention au son, puis à la musique. Ouais. La musique est très bonne. Est excellente, mais qui est très. C'est un peu. Une des meilleures, c'est quand ils sont sur le petit chariot pour se rendre vers la zone. Ouais. Puis là, t'entends clac, 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 clac. Puis là, tranquillement, le cloc-cloc, le son des rails se transforme en musique qui est très. Je sens qu'il fait très onirique, qui fait très hors de ce monde. Fait que c'est un peu comme le threshold. Là, il arrive dans la zone. Puis à la place de le représenter de façon visuelle, c'est pas une critique, là. Mettons Annihilation, que c'est littéralement comme un dôme avec un endroit où est-ce que l'image, la lumière traverse de façon différente. Mais là, c'est juste comme... C'est plus... C'est ça, c'est plus imaginatif, c'est plus sensoriel. Ça fait plus sensoriel en général. Ouais. Les visuels ils sont magnifiques, mais ils disent pas grand-chose. Exactement. Tu sais, t'as pas de moment où est-ce que... Tu sais, je me serais attendu à des moments où est-ce que, mettons, tu sais, quand ils lançaient les boats accrochés après des bandages, là, pour savoir si c'est safe. Basically, c'est comme des... C'était ça qu'ils faisaient, ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je me serais attendu à un moment où est-ce qu'il y en a un, mettons, qui prend feu ou qui disparaît ou qui... mais non, c'est juste comme ok, il s'est rendu. Puis, c'est ce que j'aime aussi du film, c'est que des fois, t'as tellement d'attentes à ce que ça pourrait être, puis que, mais ça va jamais là. Puis la première fois que je l'ai vu, j'étais un peu au bord de mon siège parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Puis juste cette tension-là, pour moi, c'est magnifique. Là. Quand il pitch la roche dans le well, puis là, il y a rien, je suis comme, oh, ok. Puis là, finalement, ça le fait, mais comme beaucoup longtemps après, c'est comme, ok. C'est normal. c'est un puits, c'est pas un trou d'infini. Mais il s'assoit sur le bord, t'es comme, oh, il va-tu tomber dedans, man, dans le trou de Infinite Darkness, genre là, mais... C'est que tu dis, s'il avait été un mauvais stalker, peut-être qu'il y a quelque chose qui serait arrivé, mais il les a amenés à bon port, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a rien de trop weird, à part le moment où est-ce que le scientifique, il revient pour son sac, parce que c'est là qu'il y a sa bombe dedans, finalement. Ouais. C'est pour ça que ça y tenait à cœur. Puis eux autres, ils passent à travers le tunnel, puis ils se ramassent à la même place. Sauf qu'ils ont utilisé deux chemins complètement différents. Ouais. Puis il y a un petit hint que ça a pas pris le même temps pour se rendre à la même place. J'ai eu l'impression, en tout cas. Ben, le fait qu'il est déjà installé bien correct, puis il a fait un petit feu, puis genre... C'est ça. Mais... en tout cas, ça donne une idée que le temps est différent un peu. Exactement. Puis Tarkovsky travaille beaucoup avec la temporalité d'habitude dans ses films. Fait que... Est-ce que vous avez vu d'autres films de Tarkovsky? Non. Non, j'ai jamais vu. Je vous recommande. Stalker, c'est vraiment un de ses meilleurs. Peux-tu nous montrer sa filmographie, s'il te plaît? Mais sinon, il y a Mirror aussi. Oui. Personnellement, c'est pas lui qui m'a rejoint le plus, mais c'est un très bon film. Mon préféré, personnellement, c'est peut-être même égal avec Stalker, mais c'est Nostalgia. Okay. Pour moi, ce que j'aime beaucoup de Tarkovsky, c'est justement son côté très onirique, puis comment il explore
dans ce style-là. Puis Nostalgia, pour moi, c'est lui qui m'en a le plus donné de ce côté-là. Puis il m'a parlé aussi de différentes façons. Ça, c'est son film italien. Ok, cool. Après que, mais sinon, c'est la plupart de ses films. Il en a pas fait tant que ça. Tant je vois 7 longs métrages là-dedans. C'est tous des films à voir. Tous des films importants du cinéma. Allez tous les regarder. Je vous le recommande. C'est... Ouais. Puis d'ailleurs, toutes les plans filmés dans la zone, ils l'ont filmé 2 fois. En fait, c'est 3 fois au total. 3 fois. Parce que vous pouvez lire la production du film, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. La première fois, c'est le stock, le film stock, qui était un nouveau. Soit il y avait un problème avec la batch ou il a mal été traité à leur studio de Moscou. Là, faut que tu recommences tout. Ouais. Oh c'est dommage parce que... C'est juste parce que c'était pas de son goût. Il était trop vert. Non, mais il avait carrément scrappé une fois qu'il est développé, il est développé. Tu peux, c'est ça. Mais il était lisible, c'est juste que c'était trop verdâtre. C'est la couleur. Mais il y a beaucoup de... C'est la deuxième fois, c'était ça. Ah, La deuxième fois, c'était ça. La première fois, ils ont vu que le film était inutilisable. Carrément. Ils ont fini de tout shooter, puis quand ils sont arrivés pour traiter le film, ils ont fait hey, ça marche pas parce que whatever, tu sais. Il y a différentes histoires internes. Il y en a qui accusent ceux qui ont développé le film, d'autres qui accusent le directeur photo, puis il a quand même envoyé son directeur photo. Tarkovsky a mis le blâme sur lui, mais c'était peut-être pas réellement ça. Puis un truc qui est vraiment dommage, parce qu'aujourd'hui, on serait capable de corriger ça. Ouais. Mais malheureusement, toutes les pellicules ont brûlé. Oui, c'était une des... Ouais, c'est ça. C'était la maison de quelqu'un qui travaillait sur la production, je pense. C'est ça que j'ai entendu. Peu importe cette bâtisse-là. Puis ça l'a tué aussi, la personne qui était... le nom soviétique. Ça paraît partout, mais... Il a filmé le film une 2e fois, mais il aimait pas ce qu'ils ont filmé. Ils ont fait le film une 3e fois. My God. C'est une des productions les plus notoires et les plus difficiles qui a été fait à cause de ça. C'est tous des environnements de même, ça doit pas être le fun pour la production. Ils sont tout mouillés. Moi, je suis comme Jack Perry hier quand je parlais, j'ai comme le mot que je donnerais. Si je devais décrire le film en un mot, c'est mouillé. Ouais. C'est tout le temps l'air mouillé partout. Tout le temps. À un moment donné, j'ai eu espoir de pouvoir avoir des insights parce que un de mes profs que j'ai eu de cinéma a travaillé sur Stalker. Ouais, c'était un Bulgare. Puis il refuse d'en parler. Il veut absolument rien avoir avec... Mais d'après moi, c'est un menteur. non, mais on le sait qu'il a travaillé dessus, pas parce qu'il nous le dit, c'est parce qu'on l'a vérifié. Oui, son nom est crédit. Il était... Un truc par rapport à la caméra, opérateur Steadicam ou une affaire de même. D'après moi, il était pas là si longtemps que ça, parce que c'est mort. Tout le long, mais ouais, mais c'est ce qui est dommage, je veux pas en parler. Mais d'après moi, c'est peut-être parce qu'il a vécu une expérience assez difficile sur le tournage ou une affaire de même, là, parce que il n'y a pas grand monde qui a eu du fun à tourner ce film-là. Probablement pas, non. Ça a dû être assez désespérant par bout, là. Quand c'est la 3e fois là, que tu le shootes, la scène, là, sacrément. Le film, puis là, t'arrives à cette scène, il faut que tu re-shootes encore, là, tu dois tuer. Ils ont mal filmé, il faut que tu te recouches à terre dans le puddle là-bas. C'est le puddle de marde, là. Ils l'ont fait de façon différente, je suis sûr de ça, mais il y a des affaires, par contre. Mais tu sais, à un moment donné, on arrive dans un... Quand ils arrivent dans la zone, puis t'as comme un champ, puis t'as des tanks. Oui, mais la première fois qu'ils l'ont filmé, il y avait une chier de tank. L'idée, c'était pour montrer que il y a eu une guerre à cet endroit-là. Que peu importe c'est quoi la chose qui a fait en sorte que la zone est devenue la zone, le gouvernement a voulu se battre contre ces choses-là, puis ils ont perdu. Fait que c'est comme un désert de tanks. Puis la première fois, c'est comme genre, let's go, Tarkovsky est un des meilleurs auteurs, là, on va te passer des tanks, pas de problème. La 3e fois, c'est comme genre, regarde, on va t'en donner 3 puis t'as 1 heure avec. Là. Moi, je pensais que c'était un vieux champ de bataille, justement, qui était allé tourner dessus, qui avait trouvé. Non, ils ont mis les tanks. Ils ont redress pour pas que ça paraisse. Ah ouais. Ce qui est juste dommage. Comme ça. Mais le film, c'est un des films les films les plus importants, les plus notoires, des plus grands films d'auteur jamais faits. Puis tu te dis comme genre, hey, ça aurait pu être encore plus grandiose. Plus grandiose que ça. Mais c'est pas un film qui a besoin de tape à l'œil puis de spectacle. Non, absolument pas, mais il voulait montrer quelque chose à cet endroit-là, puis il l'a pas réussi à cause de ça. Mais tu sais, il l'a réussi, mais juste d'une autre façon. Mais ça aurait pu être... Il peut avoir certains petits
certaines petites améliorations qui auraient pu être... C'est ça. Mais le film, il a été fait de même, c'est pour ça qu'il est comme ça. Si vous voulez continuer votre exploration de Tarkovsky, bien, dépendamment de quoi vous avez accroché, personnellement, je pourrais vous dire Nostalgia. Si c'est le sci-fi qui vous intéresse vraiment beaucoup, Solaris, c'est son film le plus connu. Personnellement, c'est pas mon préféré, mais c'est quand même un très très bon film. Mais lui, il dure 3 heures. Fait que si Perry la durée te dérangeait, c'est son plus long film. Recommandation. Moi, récemment, j'ai écouté Blackberry de Matt Johnson, que j'ai bien aimé, à ma grande surprise. Puis, voulant explorer plus Matt Johnson, qui est un Canadien, je suggère Opération Avalanche, qui est de 2016. Je l'ai pas vu. Je sais que ça parle du faking, du mood landing des États-Unis. Fait que je pense que ça va être assez léger. Là. Ça va faire du bien après Tarkovsky. Fait que, le mood landing qui a été filmé par Stanley Kubrick. Absolument. oui, totalement. Oui, il l'avoue dans The Shining. Stanley Kubrick était tellement genre soucieux des détails que pour faker l'atterrissage sur la Lune, ils ont vraiment été sur la Lune. Exactement. Pour filmer le fake. C'est ça. Ils sont atterris pour de vrai, mais après ça, pour la shot, ils ont mis une grue pour faire descendre le feu. T'as-tu une petite introduction sur Operation Avalanche? J'en ai pas, je sais pas c'est quoi. Ok, cool. Je l'ai pas vu, j'en ai aucune idée. On va découvrir ça. Matt Johnson, à date, j'ai juste vu de lui Blackberry, puis j'ai écouté quelques épisodes de sa série Nirvana de Band de Show. Ah oui. Qui est très drôle. Nirvana de Band de Show, c'est 2 imbéciles qui pensent qu'ils sont capables de faire de la musique, qui essaient de se faire une carrière musicale, mais seulement en se bouquant dans des salles de spectacle, mais ils ont rien à présenter. Ils sont pourris, ils font pas de musique. Okay. Ces 2 imbéciles sont convaincus, puis leur nom c'est Nirvana de Band. Fait que là t'as Nirvana de Band de Show. Puis c'est un réalisateur qui est très... quand on parle de faire des films avec pas grand chose, ben lui il est bon là-dedans. Puis il est canadien. Exactement. Puis Blackberry, c'est pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment bon. C'est sur l'histoire, sur la rise et la défaite de Blackberry dans moi je pensais que c'est juste des murs tout au long du film. Non. Des murs à terre comme genre Blackberry. Ce que j'ai aimé beaucoup de Blackberry, c'est justement l'approche très caméra épaule pour la première partie du film quand ils n'ont pas beaucoup d'argent, puis que quand ça commence à mieux aller, mais on a une caméra plus stable puis plus professionnelle. Fait que je pense qu'il joue beaucoup avec le côté très amateur des films. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il a à proposer pour un film qui parle du fake moon landing, de la CIA et tout ça. Ok. Voilà. Puis ça reste tout le temps, tu sais, si on regarde les genres, il y a tout le temps comédie. Il va mélanger ça avec d'autres choses, mystery trailer, mais il y a tout le temps comédie à quelque part dedans. Je pense que c'est un gars qui est très drôle.